Donc aujourd'hui, on va parler de l'affaire Pellico ou de l'affaire dit des viols de Mazan. Pour ça, on reçoit une spécialiste du sujet des VSS, puisqu'on reçoit Chloé Thibault. Alors Chloé, tu es journaliste, autrice. Tu as déjà écrit 5 livres et le dernier fait pas mal de bruit. Il s'agit de Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer. Un livre où tu reviens sur l'omniprésence des violences sexistes et sexuelles dans le divertissement. Un livre assez marquant. Je l'ai lu ce week-end, je l'ai lu assez tard, je reconnais. Mais ça m'a frappé. Déjà, par la forme, je voulais quand même le souligner. C'est un livre extrêmement accessible, très fluide, une lecture très agréable. Tu t'es mis au centre du bouquin, tu as utilisé le jeu. Et du coup, je trouve que ça permet en fait de créer une vraie empathie avec finalement tout le sujet, toute la théorie, tout ce que tu présentes. Et je trouve que c'est un livre qui permet vraiment de découvrir et de questionner peut-être la culture du viol. En tout cas, c'est une très bonne ouverture sur la question de la culture du viol que je recommande à tout le monde, en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un super bouquin. Donc un livre que j'ai trouvé marquant parce qu'il nous fait voir en face, en fait d'une manière assez nette, la culture du viol dans nos sociétés. Il nous fait comprendre que pendant notre enfance, notre adolescence, on nous a présenté des agressions comme des actes d'amour et des agresseurs comme des héros. Il nous a mis dans la tronche aussi, enfin ton livre nous met dans la tronche à quel point on est toutes et tous travaillés par des imaginaires communs où le viol est banalisé, inculqué, même appris d'une certaine manière, et que donc le viol n'a rien d'un acte isolé qui serait commis par des monstres qu'il suffirait d'enfermer en prison, parce qu'en réalité le viol c'est une affaire profondément collective. Et au départ, quand je t'avais invité, je pensais que voilà, on discuterait de la culture du viol, qu'on parlerait de Ross dans Friends, de Barney Stinson dans How I Met Your Mother, et on avait un peu prévu de longue date d'avoir ce live. Et en fait, l'actualité nous a rattrapés, et une actualité qui résonne énormément avec certains chapitres de ton bouquin dont on va reparler tout à l'heure. Mais du coup, on est aujourd'hui face à une affaire judiciaire, donc l'affaire Pellico, dite des viols de Mazan, qui justement pose énormément la question de la culture du viol et qui amène, en tout cas, qui semble forcer aujourd'hui dans la société une vraie remise en question collective qui est appelée depuis longtemps par les milieux féministes, mais qui malheureusement n'a toujours, en tout cas, pas encore eu lieu. Et du coup, je pense que avant de commencer les questions, même si je sais que beaucoup d'entre vous sont assez renseignés sur le sujet, c'est aussi un petit peu important de faire un point sur l'affaire Pellico, se remettre en tête. On va pas rentrer dans les détails, hein, mais se remettre en tête quand même un certain nombre d'éléments pour savoir précisément de quoi on parle. Avant ça, évidemment, trigger warning pour toutes et tous. C'est un live où on va pas aller dans le voyeurisme, voilà, violent ou quoi que ce soit. Enfin voilà, on n'est pas sur BFM, mais à un moment donné, on va forcément, voilà, parler de VSS. C'est le sujet central d'ailleurs de notre conversation. Donc ça peut être dur. Et je voulais quand même passer un message à certains et certaines d'entre vous. Je sais que vous attachez beaucoup d'importance à ces sujets-là, que vous y faites extrêmement attention. Cependant, voilà, ne vous infligez pas non plus quelque chose qui pourrait réactiver quelque chose de traumatique chez vous. Ne vous faites pas souffrir non plus. Si vous sentez que ça vous met mal à l'aise, que vous n'êtes pas forcément bien, que ça réactive peut-être quelque chose du passé, tout ça, franchement, n'hésitez pas à quitter le live. C'est pas grave. C'est important de se renseigner, mais il faut aussi être capable de se préserver. Voilà, je voulais quand même faire un petit point sur ça. Et surtout que voilà, dans cette affaire, malheureusement, même si on essaye d'euphémiser les choses, enfin, je parle pas euphémiser au sens de la gravité, mais d'éviter d'aller trop dans le détail, ça restera toujours très 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 violent parce que l'affaire est absolument horrible. Bon, maintenant que les choses sont posées, je vais vous faire un petit point sur l'affaire, vous expliquer de quoi on parle. Et ensuite, on en discutera avec Chloé, on en discutera avec vous, on prendra évidemment les questions au fur et à mesure. Et voilà, on essaiera d'avoir une réflexion toutes et tous ensemble sur le sujet. Donc l'affaire Pellico, dite procès Mazan, met en cause 51 hommes pour 92 faits de viol sur une même victime
qui s'appelle Gisèle Pellicot. Parmi les accusés, on trouve donc Dominique Pellicot, son ex-mari, qui est l'instigateur de l'ensemble, qui droguait sa femme à son insu pour la violer et la faire violer par 83 hommes. Dominique Pellicot, apparemment, de ce qu'on nous dit l'enquête, aurait utilisé un anxiolytique pour plonger sa femme dans un état de coma artificiel. Et la nuit, alors qu'elle était inconsciente, il invitait chez eux des inconnus rencontrés sur Internet pour la violer. Des actes qu'il a par ailleurs filmés. Donc on a affaire à quelqu'un qui sédatait sa femme pour la faire violer et qui a utilisé Internet, un forum Internet, pour inviter des hommes à venir. Donc on est donc face à une affaire où on a au minimum 83 hommes, 83 violeurs, mais aussi, et c'est là où vraiment, enfin, tout est horrible, hein, mais il faut aussi rajouter ça parce que c'est quelque chose peut-être sur lequel on n'a pas assez insisté. On a aussi des centaines, voire des milliers d'internautes qui ont vu passer en ligne les annonces de Dominique Pellicot sur Internet sans que personne ne prenne la parole, personne ne dénonce, personne n'appelle la police. Donc cette affaire, c'est vraiment en train de devenir un symbole. C'est la démonstration de ce que les milieux féministes et les associations nous disent depuis des années, à savoir que le viol, c'est pas des monstres. C'est quelque chose de bien plus ordinaire, de bien plus installé. Parce que pour avoir 83 violeurs, pour avoir des centaines et des milliers d'internautes qui voient passer une annonce et qui ne disent rien, il faut autre chose que de la monstruosité. Il faut une normalisation, une banalisation du pire. Et j'aimerais à ce propos citer l'actrice Adèle Haenel qui disait en 2019 à Mediapart les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société, c'est nous, nos amis, nos pères, c'est ça qu'on doit regarder. Ce qui amène du coup ma première question. Chloé, selon toi, est-ce qu'il n'est pas temps de dire yes, all men? C'est difficile pour moi de te répondre parce que moi, c'est quelque chose que j'ose dire depuis, je sais pas, 3 semaines. En fait, peut-être depuis le début du procès. Parce que j'ai observé que encore récemment, quand je sortais notamment les newsletters que j'écris pour Simone Média, très souvent un peu quand même sur le ton de la plaisanterie, enfin avec ironie, je disais oui, bien sûr, hashtag not all men, je sais, vous inquiétez pas, ne vous froissez pas les gars. Mais je pense que là, très récemment, j'ai radicalisé mon propre discours. Mhm. Évidemment, pour les personnes qui sont moins au fait des discours féministes actuels, je prends le temps d'expliquer ce que signifie all men, parce que évidemment, je me suis déjà retrouvée un nombre incalculable de fois face à un garçon ou un homme qui me dit attends, mais non, moi je te jure, je n'ai rien fait, enfin, je suis un type bien, etc. Et dont je pense sincèrement que cette personne est un type bien, donc je prends le temps de lui expliquer. Mais, euh, mais oui, je crois vraiment que là, la crise actuelle que nous vivons et qui est salutaire, c'est la crise du all men. Et finalement, c'est pour ça que je t'ai proposé aussi qu'on aborde ce live sous cet angle-là. C'est que moi, c'est vraiment au cœur de mon travail et de ce livre. Et je me permets de rebondir sur ce que tu disais en introduction. Justement, moi, quand je sors des bouquins, enfin même un article, ce qui m'intéresse tout autant, c'est d'analyser comment le livre est reçu et comment il est traité par les médias. En fait, c'est la partie un peu méta de mon travail. Et très très vite, tous les médias qui ont parlé de mon livre se sont focalisés sur les 2 premières parties du livre. Mhm. Donc les parties entre guillemets les plus amusantes, les plus légères. C'est pour ça que tu parlais de Ross Geller et de Barney Stinson et de ce genre de références très pop. Mais en fait, moi j'ai à cœur qu'on comprenne que dans mon livre, ça ne va pas crescendo parce que j'aime pas hiérarchiser les types de violences, mais en tout cas, le cœur de mon livre, c'est la 3e partie sur les violences sexuelles, les violences conjugales et les féminicides. En fait, parler de Ross, parler de Barney, c'est une entrée en matière pour parler du reste, pour parler de ce qui est gravissime. Et en fait, j'observe que les médias, mais je leur en veux pas, je remercie à toutes les journalistes qui ont fait des articles sur mon livre, mais les médias eux-mêmes ont peut-être eu peur d'aller vraiment au cœur du sujet et en fait de nommer la culture du viol. C'est-à-dire que mon livre, Mhm. c'est un livre qui combat la culture du viol, mais pas un livre qui dénonce les bad boys, en fait. Et c'est vraiment comme ça, je pense, qu'il est ressorti la majeure partie du temps. Et donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est le signe d'une société qui peine encore
à nommer les choses et à affronter la réalité de la culture du viol. Et c'est marrant ce refus justement de la réalité, comme tu dis, parce que quand on va regarder du côté des statistiques, c'est effarant de voir à quel point les chiffres sont mais sans appel. Je vous donne quelques statistiques qui viennent du travail de Aurélien Langlade, qui est chef de la division de recherche criminologique de la police judiciaire. Donc on n'accusera pas d'être un militant wokiste ou je ne sais quoi, et qui écrit dans plus de 80% des cas de viol déclarés par les personnes comme ayant eu lieu au sein du ménage, l'auteur de l'atteinte est un conjoint, un ex-conjoint ou un membre de la famille de la victime. Lorsque l'atteinte a pour auteur une personne extérieure au ménage, celle-ci est dans environ 20% des cas un ex-conjoint, 18% des cas ou un membre de la famille. La totalité des mises en cause pour viol commis sur personnes majeures sont des hommes et ont en moyenne 34 ans. Quand on lit ça, on se dit, mais comment c'est possible qu'il faille une affaire Pellico pour que d'un coup tout le monde se réveille et dise finalement oui bon il y aurait peut-être une culture du viol en France alors qu'en fait ça fait des années qu'on a les chiffres sous les yeux. Parce que les chiffres, euh, ça ne parle pas. Ça reste une réalité froide. Je me permets juste de vous présenter mon chat, excusez-moi. J'avais lancé à Mathieu. Il ne me lâche pas quand je suis en direct. C'est Toulouse, En fait, le nom du c'est chat, Toulouse, voilà, voilà. je précise. Toulouse, le nom de mon chat. Euh, je pense qu'un chiffre, tout aussi effrayant soit-il, parce que là, ce que tu viens de dire, évidemment, c'est ce que tu dis, c'est sans appel. Ça ne parle pas justement à nos imaginaires. Je pense que là, ce qui se joue, c'est d'avoir cette réalité sous nos yeux, de mettre des visages en fait sur les victimes, sur les agresseurs, sur les violeurs. Ça frappe. Justement, moi, c'est pour ça que dans ce livre, j'accuse la pop culture, la fiction, d'avoir nourri abondamment cette culture du viol, c'est-à-dire que dans les films et les séries avec lesquels nous avons toutes et tous grandi, on ne nous a pas présenté les agresseurs sexuels comme étant tout ce que tu viens de dire, comme étant le conjoint, l'ex-conjoint, l'ami. C'est vraiment Mhm. quelque chose d'assez récent et qu'on peut voir dans des formats aujourd'hui qui sont davantage destinés aux ados. Enfin, je pense à des séries comme Sex Education qui est beaucoup citée. Mais en tout cas, moi, dans les films que j'ai vus pendant 30 ans, enfin, les films qui m'ont construite, le viol, c'était quelque chose de très, très sombre qui n'arrivait certainement pas au sein de mon foyer. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit ça montre bien que les violeurs ne sont pas des monstres, c'est notre boulanger, notre médecin, nos amis, nos pères, nos frères. Il faut vraiment que tout le monde en prenne conscience. Et qui cite Rose Lamy sur la question des bons pères de famille. Et ça, c'est quelque chose dont tu parles à un moment donné dans ton livre par rapport au cas de Enzo Salina, le violeur de la Sambre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette chose, ce choc-là par rapport à Dominique Pellico qui incarne cette figure justement du bon père de famille. Mais en fait, on a l'impression, justement, quand on met ça en perspective de ton livre et ce que tu racontes sur le violeur de la Sambre, on a l'impression qu'en fait, on redécouvre l'eau chaude en permanence avec ces affaires et qu'à chaque fois, on redécouvre la banalité du viol, alors qu'en réalité, on a des associations qui ne cessent de le rappeler. Il n'y a pas de monstres, mais des hommes ordinaires. Et justement, comment ça se fait que... Parce que tu vois, tu disais, oui, bon, dans un sens, les chiffres sont désincarnés, mais des affaires, c'est quand même pas la première fois qu'on a une affaire comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on reste dans ce stéréotype du viol comme étant un viol de rue commis par une personne inconnue, avec une arme, la nuit, avec un masque de ski ou je sais pas quoi? Comment est-ce que c'est possible que justement nos représentations collectives soient si éloignées d'une réalité qui ne cesse de se rappeler à nous? En fait, moi, c'est exactement pour être capable de répondre à ta question que j'ai fait ce livre. C'est-à-dire que Rose Lamy, Valérie Rey-Robert, Noémie Renard sont des femmes qui ont écrit des essais indispensables sur la question de la culture du viol, mais qui justement traitent du réel. Rose Lamy, justement, bah, elle a vraiment à cœur d'aller tout décrypter, la façon dont ces faits divers sont traités. Enfin voilà, maintenant on parle de féminicide, mais en tout cas, comment c'est traité médiatiquement, comment est-ce que c'est banalisé, etc. Moi, je me suis vraiment intéressée à la racine culturelle du mal. Et je pense que les gens ne se rendent pas encore compte, je le vois puisque j'ai beaucoup de rejet en fait face à mon livre, les gens ne se rendent pas encore compte de l'importance des images dans la création et la persistance de cette culture du viol. C'est-à-dire que ce que tu viens de décrire,
le violeur dans une ruelle sombre, sous un tunnel. Moi, je prends l'exemple du film Irréversible de Gaspard Noé dans mon livre Hmm. parce que c'est vraiment à la fois le meilleur et le pire exemple de la fabrication d'un mythe sur le viol. C'est-à-dire que dans ce film-là, que je ne conseille pas parce qu'il est très dur à regarder pour rien, parce que selon moi, c'est vraiment un film qui est très voyeuriste et qui n'apporte rien à la question des violences sexistes et sexuelles. En tout cas, dans ce film-là, on a Monica Bellucci en tant que victime, donc bon, une femme extrêmement sexy, qui doit rentrer chez elle le soir toute seule, qui traverse un tunnel et qui se retrouve confrontée, elle est en petite robe, qui se retrouve confrontée à un homme qui est une espèce de gangster, proxénète, qui est déjà en train d'agresser quelqu'un, enfin quelqu'une, et qui se retourne vers elle, qui la menace avec un couteau. Et en gros, ce film s'est targué de nous présenter un viol filmé sur la durée, puisque c'est plus d'une dizaine de minutes, et donc nous présenter le viol de façon réaliste. Ce film, il est sorti en 2002. Moi, j'avais 12 ans. J'en ai toujours entendu parler comme étant une référence. Mais finalement, qu'est-ce qui nous a appris ce film-là? Il a renforcé un mythe qui existe. C'est-à-dire que oui, oui, évidemment, des agressions par un inconnu le soir sous la menace d'un couteau, ça existe. Mais c'est très très loin d'être la majorité des cas. Moi, je rappelle souvent ces deux chiffres-là. Dans 9 cas sur 10, les femmes connaissent le visage de leur agresseur, donc c'est pas un inconnu sous un tunnel. Et les viols perpétrés sous la contrainte d'une arme représentent 11% des viols. Donc ça existe, faut pas le nier, mais c'est absolument pas ce qui se passe la majeure partie du temps. Or, quand dès l'âge, je prends mon cas personnel, quand dès l'âge de 12 ans et même avant, on apprend culturellement que le viol c'est ça, eh bien, à contrario, on n'apprend pas à identifier ce que ça peut être d'autre. Et donc, c'est bien là que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, en parallèle d'Irréversible, eh bien, on se nourrit de beaucoup d'autres séries et, dans mon cas, de comédies romantiques, dans lesquelles des comportements, eh bien, vraiment nocifs, proches du harcèlement, voire de l'agression sexuelle, sont présentés comme étant romantiques. Donc, on voit très Mhm. bien comment cette éducation doit être défaite et comment nous aujourd'hui, si on veut progresser en tout cas, nous devons rééduquer nos imaginaires. Et ouais, justement, en fait, dans ton livre, je trouve qu'on est assez vite ramené à une espèce de réalité qui est qu'aujourd'hui, en fait, on est toutes et tous horrifiés par l'affaire Pellico. Mais en fait, on se rend compte quand on lit ton bouquin qu'au final, on nous a appris ou montré des agressions sexuelles sur des personnes qui dorment comme étant quelque chose de désirable depuis l'enfance, en fait. C'est le prince qui réveille Et, Blanche-Neige d'un doux baiser. Ou La Belle au bois dormant, etc. Pardon, tu voulais dire quelque chose? bah oui, excuse-moi, et moi j'ai un mini décalage, donc je sais pas si mes réactions arrivent au bon moment. Oui, en fait, ce qui est terrifiant, enfin moi ça me donne la chair de poule, c'est que cette image, vraiment bon, qu'on n'a pas besoin de convoquer outre mesure en ce qui concerne Gisèle, et cette image de la femme qui dort, eh bien en fait c'est une image de princesse Disney. C'est-à-dire que on a littéralement été biberonnés à ça, des princesses Disney qui sont en train de dormir et qui attendent qu'un prince charmant les réveille et les fasse accéder au bonheur en les agressant sexuellement. Moi, c'est le début de mon livre en fait, l'enfance et Disney et comment on a construit ça. C'est-à-dire que évidemment, j'ose espérer que les hommes ont compris qu'ils n'étaient pas tous des princes charmants et qu'ils n'allaient pas nous libérer de notre condition de triste princesse en nous embrassant. Mais moi, je pense que peut-être sur l'ensemble de tous ces accusés, et c'est bien ça qui me fait le plus peur, eh ben, il y en a peut-être en fait qui se sont nourris de ces images-là et qui se disent, ben oui, c'est ok en fait quand une femme dort. Enfin, en fait, qui ont enregistré ça. Parce qu'après Disney, ils ont vu d'autres choses où ça se passait comme ça, où c'était présenté de façon romantique, où les hommes n'étaient pas punis. Et donc, à force d'ingérer tout ça, on se dit que c'est ok. En fait, moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est-à-dire que, selon moi, la pop culture, non seulement éduque les garçons et les hommes à forcer, mais éduque les filles à se forcer. Et en fait, bah, on est toutes et tous dans ce même pétrin, et c'est très difficile d'en sortir. Je n'excuse absolument personne dans cette affaire-là, mais moi, je fais l'effort
d'imaginer avec quoi ces hommes-là ont pu grandir, comment est-ce qu'ils ont pu se construire. Et je pense que certains, malheureusement, croient sincèrement qu'ils n'ont pas commis de viol. Et pour moi, c'est le point central qui est à combattre. Enfin, c'est vraiment une question d'éducation, mais je les crois sincères quand ils disent que pour eux, ils n'ont pas commis de viol. Ouais, sur ça, je pense que c'est important de le souligner, mais parfois on a le procès de l'excuse sociologique. On nous dit ah non, mais expliquer c'est déjà excuser, et non, expliquer ce n'est jamais excuser, et il faut comprendre que il doit y avoir une mécanique. Il ne faut pas renvoyer ça à une perversion psychologisante. Il faut forcément qu'il y ait une mécanique sociale de normalisation et de banalisation pour que vous arriviez à avoir l'accusé principal qui sédate sa femme, qui crée des topics sur des forums pour proposer à d'autres hommes de venir la violer, qu'il y ait des échanges. Vous imaginez les échanges. Enfin, désolé d'aller dans ce côté prosaïque, mais c'est dire... C'est pas quelque chose qui pourrait relever d'une pulsion violente, brutale, etc. Il y a toute la froideur mécanique, justement, de quelque chose qui est justifié et rendu logique dans les représentations de chacun des accusés pour se dire que ces gens, ils sont sur Internet. Comment ils atterrissent sur ce type de forum? Bon, la question se pose aussi, mais qu'ils vont avoir des échanges, qu'ils vont avoir des discussions, que ça va se mettre en place, qu'ils vont se rendre chez Dominique Pellico, que enfin, tout ce process est un process social. Il y a un fonctionnement fondamentalement social là-dedans, et justement, cette mécanique-là, en amont, elle se produit quelque part. Il y a quelque chose qui fabrique justement cette culture du viol, et je trouve que les exemples que tu donnes de la pop culture sont très justes, parce que la pop culture, finalement, c'est la culture. C'est nos cultures collectives, c'est nos représentations, collectives. Et je vois quelqu'un qui disait dans le chat, ma mère la semaine dernière me parlait encore du baiser volé comme quelque chose de très romantique. J'ai cringé. Et c'est ce que dit la personne, hein. Et moi, en fait, je trouve que c'est ce genre de représentation, ce genre de discours, ce que tu dénonces d'ailleurs dans ton livre, ça nous montre qu'en fait, des agressions sexuelles sur des personnes non consentantes, on en voit depuis l'enfance et on en voit comme quelque chose de souhaitable, de désirable. Et c'est incroyablement choquant de se dire que, en fait, ça a construit et bâti nos imaginaires au point que, ben oui, effectivement, en nous, il y a le potentiel d'un agresseur, forcément, puisque c'est, quand on est un homme cis comme moi en tout cas, parce que en fait, c'est tout notre univers de représentation, de désirabilité, tout ce qui nous a été raconté comme étant la manière de se comporter, comment être homme par rapport aux autres hommes, comment être homme dans la société dans laquelle on est, qui est en fait un modèle de la prédation. Mais c'est surtout, en fait, l'expression culture du viol, parfois je trouve que c'est un peu désincarné sur le mot culture. Enfin, c'est un double sens, mais c'est vraiment ce qu'on cultive. Et sur le baiser volé, moi j'explique dans le bouquin comment cette image-là, elle a vraiment été construite. Enfin, sciemment. C'est-à-dire que dans le conte de Blanche-Neige d'origine, ça n'existe pas, par exemple, cette scène. Ça, c'est souvent un bon argument contre les détracteurs, parce que dans le conte d'origine, Blanche-Neige, alors c'est pas très réaliste, mais elle a un morceau de pomme coincé dans sa gorge, et quand on transporte son cercueil, les hommes trébuchent, et donc ça permet en fait au morceau de pomme de ressortir, et elle revient à la vie. Ça a été construit par les studios Disney. Ensuite, moi, je pose la question, par exemple, il y a une scène de dialogue avec les 7 nains quand elle dit qu'elle a rencontré le prince et qu'elle le raconte. L'un des nains dit a-t-il volé un baiser comme quelque chose de très romantique. Moi, je dis qu'on aurait tout simplement pu traduire par vous a-t-il donné un baiser. En fait, on remplace voler par donner. Ça semble anecdotique, mais si partout on avait fait ça, on n'en serait peut-être pas là. Dans le livre, je prends par exemple, je prends l'exemple de la gifle et j'explique qu'il y a encore quelques années, donc j'étais déjà qui je suis, j'étais déjà féministe, j'ai giflé un homme. Et j'ai giflé un homme qui, justement, s'était franchement mal comporté avec moi, qui m'avait ghosté. Enfin, émotionnellement, il m'a fait beaucoup de mal, cette là. Et en fait, après une énième déception de sa part, pendant une conversation, c'en était trop pour moi et je l'ai giflé. Et en fait, il l'a extrêmement mal pris. Et moi, j'ai tout de suite minimisé en lui disant non mais ça va, c'était pas une grosse gifle, je t'ai pas fait mal. Puis bon, après, on ne s'est plus vu. Le temps a passé et il y a eu l'affaire Quatennens, Adrien Quatennens, et comment justement la gifle a été banalisée. Enfin, comment cet acte-là a pu être minimisé et comment est-ce qu'on entend très souvent dans le discours sur les violences conjugales, bon bah qu'une gifle, ce n'est pas comparable à des violences, à un coup de poing dans la figure, etc. En fait, cette histoire de la gifle que j'ai donnée à cet homme m'est revenue. Et je me suis dit,
Enfin, d'abord, imagine une seconde que ça a été l'inverse, qu'il m'ait giflé moi et qu'il me dise bah, ça va, je t'ai pas fait mal, c'était une petite gifle. Je pense que mes amis et moi, on aurait été outrés, enfin, et que j'aurais vraiment vécu ça comme une violence. Et en fait, c'est de là qu'est vraiment parti mon bouquin, c'est en m'intéressant aussi à ma propre violence, la violence que j'ai internalisée moi. Parce qu'en fait, cette scène d'une femme qui gifle un homme qui s'est moqué d'elle et qui lui a fait du mal, je l'ai vue des dizaines de fois. Je l'ai vue dans des films romantiques. C'est-à-dire que moi, à ce moment où je gifle cet homme, j'ai presque vraiment une sensation d'être un peu cool, d'être un peu comme dans les films, quoi. Mmh. Et c'est très grave. C'est de là que je me suis dit, mais purée, à quel point la pop culture, les films m'ont nourri moi dans ce que je suis censée faire, ne pas faire, accepter ou non. Et donc, dans le bouquin, j'essaye vraiment de parler des deux côtés, quoi, de pas tout rejeter en disant il n'y a que les hommes qui ont appris à être violents. Nous aussi, en tant que femmes, reproduisons des comportements violents ou bien apprenons à désirer cette violence. C'est le titre de mon bouquin. En tout cas, c'est très complexe. Et ce qui m'agace profondément depuis que le livre est sorti, c'est justement la somme d'hommes qui me disent que je suis bête de pas réussir à distinguer la fiction de la réalité. Parce que, en fait, ce qu'on voit bien, c'est une armée, un troupeau d'hommes, en fait, qui ne distinguent pas la fiction, voire la pornographie de la réalité. C'est vraiment là où on en est. Donc moi, j'appelle en fait à un éveil des consciences de tous et toutes. Oui, d'ailleurs, il y a une citation dans ton livre d'une journaliste qui s'appelle Iris Bray, que je trouve assez éloquente à ce sujet, qui dit nous venons de traverser plus de 100 années de cinéma où les viols sont partout sur les écrans, sans que cette représentation ait été interrogée, ni par les universitaires, ni par les critiques, ni par les spectateurs, ni même parfois reconnus comme des viols. Je pense que c'est un peu la même chose sur ce que tu décris par rapport à la gifle, sur la question des violences en général. C'est-à-dire que c'est des rapports qui sont des rapports de domination avec des dynamiques de violence et de brutalité qu'on nous a appris à trouver désirable. Ça, c'est quelque chose qui est frappant dans ton bouquin parce qu'on se dit, mais oui, c'est vrai. Tu parles d'Indiana Jones dans ton bouquin. Moi, quand j'avais 8 ans, je regardais les films d'Indiana Jones et je trouvais ça génial. Jamais je me suis dit, mais ce type est un agresseur qui frappe les femmes ou un truc comme ça. Ça me semblait pas. Ça n'existait pas. De toute façon, la question du consentement, je pense que si je prends l'exemple, en tout cas moi, j'ai été éduqué dans une culture très masculiniste, vraiment dans la masculinité hégémonique, très violente, très brutale. La question du consentement, je n'en ai jamais entendu parler avant d'arriver à la fac. Et on se dit, mais waouh, c'est terrible en fait. C'est comme tu dis, il y a un énorme travail d'éducation à faire parce que en fait, on crée la possibilité du pire en faisant ça, en laissant un espèce de jugement arbitraire de l'individu, le choix de la violence, sachant qu'il est en plus confronté à une culture collective qui est focalisée sur la violence, où justement on nous montre du viol, de l'agression en permanence, comme quelque chose de absolument non seulement normal, mais désirable, mais souhaitable. Donc c'est là que c'est quand même assez terrifiant. Et tu remarques d'ailleurs que le viol est souvent représenté de manière à la fois impunie et légitime dans les films. J'ai vu quelqu'un qui parlait, c'est Lana qui nous parle des valseuses, en disant film typique de cette culture du viol. Et toi, t'en parles justement parce que tu cites les valseuses de Bertrand Blier ou La fièvre du samedi soir, où tu montres qu'il y a, en plus du viol, il y a des viols collectifs qui sont représentés de manière banale, humoristique, presque désirable. Et on se dit, mais oui, est-ce qu'au fond, c'est pas là aussi le terreau idéologique d'une affaire comme l'affaire Pellico, quoi? Si on prend le problème à la base, si vous tapez les valseuses dans Google et que vous atterrissez sur la fiche Wikipédia, le film est présenté comme une comédie érotique. Spoiler alerte, les personnes qui ne l'ont pas vu, ce n'est ni une comédie, ni érotique. Parce que, en fait, pour moi, c'est un drame pédocriminel, disons. Voilà. C'est ni l'un ni l'autre. Ce qui, moi, me terrifie, c'est qu'on puisse mettre l'étiquette d'érotique sur un film comme celui-ci, tout comme on l'a fait pour le film Emmanuel, qui date aussi de 1974. De toute façon, les années 70, c'est vraiment une catastrophe côté culture du viol au cinéma. C'est-à-dire que Emmanuel de 1974, on le présente encore, puisque là, une nouvelle version va sortir, comme un chef-d'œuvre de l'érotisme français. Or,
là où il y a viol, comment est-ce qu'il peut y avoir érotisme? Enfin, on s'est vraiment éloigné de la définition de l'érotisme. L'érotisme, c'est la sensualité, c'est ce qui est suggéré, c'est ce qui fait monter le désir des uns et des autres. Dans Emmanuel, qui est un film culte, en fait, qui est l'un des plus grands succès du cinéma français, hein, et qui a battu énormément de records, par exemple, comme étant le film le plus longtemps diffusé en salle. Moi, ça me terrifie que ça puisse être présenté comme un chef-d'œuvre de l'érotisme, parce que vraiment, du début à la fin, ce sont des viols. Le film, par ailleurs, est extrêmement raciste et colonialiste, mais ce sont des viols, du début à la fin. De savoir que des générations d'hommes se sont masturbés sur ce film, parce que c'est son objectif, hein, à ce film-là, ça me terrifie. Et en fait, ces hommes-là, qui étaient ados ou jeunes adultes en 74, ils sont encore présents dans notre société, hein, et peut-être nous gouvernent-ils. Mais sauf que eux, on leur a présenté ce film-là qui met en scène des viols comme étant de l'érotisme. Pire encore, dans Emmanuel, l'héroïne elle-même cautionne ses propres viols et contente d'avoir été violée parce que ça a fait son éducation de femme et qu'elle est devenue une vraie femme en fait à la fin du film. Les valseuses, c'est pareil. On voit ce ne sont que des agressions sexuelles et des viols avec des scènes pédocriminelles, mais on nous a dit, à nous, public, que c'était une comédie. C'est une comédie érotique. À aucun moment, on nous signale que, ah bah là, c'est une agression sexuelle, ah bah là, c'est un viol. Donc, bah oui, moi, j'ai la prétention de dire que quand on nous présente ces références-là comme étant des films érotiques, voire des films comiques, eh bien, on nous plante vraiment dans la tête la graine selon laquelle il est OK de violer et d'être violé. Moi, ce qui me fait archi peur dans Les Valseuses, c'est vraiment le dernier dialogue, enfin, vous savez, la fin, quoi, avec Gérard Depardieu qui nous dit on n'est pas bien là, à la fraîche, détendu du gland. C'est-à-dire que ces phrases-là sont vraiment cultes. C'est des choses que j'ai entendues, les mecs de mon entourage souvent reprenaient ça, moi. On n'est pas bien là, à la fraîche, détendu du gland et tout. Et en fait, il nous dit après, Gérard Depardieu, et on bandera quand on aura envie de bander. En fait, quand vraiment on se pose une seconde sur cette réplique culte du cinéma français, qu'est-ce que ça veut dire et on bandera quand on aura envie de bander? Ça veut dire et on violera quand on aura envie de violer. Point. C'est ce que nous raconte ce film. Ce film culte d'un grand cinéaste français. Rien qu'en te le racontant, en fait, rien qu'en en parlant, j'ai la chair de poule parce que Mhm. ça me hérisse. Ça me fait peur, en fait. Et c'est marrant parce que c'est un film que moi j'ai vu ado et qui était présenté comme un film subversif, genre vraiment le pinacle de la culture 68 hard, et si tu critiques et tout, t'es conservateur ou je sais pas quoi. Et quand tu le vois avec des yeux, j'allais dire pas je vais pas dire des yeux d'adulte, mais justement des yeux peut-être qui ont lu de la littérature militante, etc., ou qui se sont intéressés à des discours féministes, il y a des scènes vraiment, ouais, enfin, des scènes, l'intégralité du film en fait, mais tu te dis, mais what the fuck, même à l'époque, tu te dis, c'est pas possible que les gens ils aient regardé ça et que ça pas. La fin là, tu sais, la fin où il y a. Il kidnappe une gamine, enfin je sais plus comment c'est expliqué, enfin en gros, plus ou moins un viol pédocriminel avec un kidnapping, présenté comme quelque chose de d'émancipateur pour la victime, enfin un truc, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui encore, tu aurais la conversation avec plein de gens et dire ah mais vous voulez tout supprimer, vous êtes la cancel culture et tout. Comment on fait avec les gens pour leur faire comprendre que non, on n'est pas la cancel culture, que simplement là, ça fait des années, ils se bouffent, ils se nourrissent dans leur culture collective de viol qui serait, si c'était des choses qui arriveraient dans la vie de tous les jours, quelque chose qui les horrifierait. Enfin, je l'espère en tout cas. Le fait de ne pas être pro-cancel culture, c'est quelque chose que j'explique à chaque fois. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui, au départ, quand je suis arrivée avec le livre, m'objectaient ça. Non, non, attends, ça, ce film est culte. Non, moi, j'ai grandi avec ça, ne touche pas à ça. Et j'en ai qui ont revu telle ou telle référence, notamment Les Valseuses, et reviennent me voir en me disant, ah oui, ok, je l'avais pas vu depuis 20 ans. Là, c'est plus possible, en fait. Ce film, c'est n'importe quoi. Il y a aussi, parfois, on reste sur le souvenir du film. Qu'on a vu quand on était plus jeune, quoi. Mais moi, la question que je pose,
c'est à qui profitent ces films. Voilà. Pour qui sont faits ces films? La réponse, aux hommes, pour les hommes, par des hommes. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça, ce qu'on cultive, ce sont des récits qui viennent donner l'autorisation aux spectateurs masculins de reproduire ce qu'ils voient à l'écran, en toute impunité et avec le fait de pouvoir dire bah ouais mais ça se passe comme ça dans les films. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on dit. Dans les films, on fait comme ça. Quand on est jeune et qu'on apprend à séduire, enfin, voilà, à pécho, à rouler des pelles, comment ça se passe dans les films? Ils font comme ça dans les films. Enfin, en fait, ça, c'est vraiment une phrase qui existe dans le langage courant. Et donc là, je parlais des années 70 en France. L'autre référence que je convoque, c'est la fièvre du samedi soir. Dans la fièvre du samedi soir, moi, en tout cas, l'image que j'en avais, c'était John Travolta en tenue de satin, en chemise ringarde, qui fait son pas de danse comme ça. La fièvre du samedi soir, c'est extrêmement misogyne, mais surtout, il y a plusieurs agressions sexuelles et tu le disais, un viol collectif. C'est hyper choquant quand on le revoit aujourd'hui, ce film. Mais ce qui est le plus choquant, c'est qu'à la fin du film, John Travolta, alors qu'il a bafoué l'héroïne principale, va toquer à sa porte et elle l'accueille. En fait, elle l'accueille et ils finissent ensemble, ils s'embrassent. Ce que je décris dans le livre, c'est assez intéressant, c'est que dans la version originale, le mot qui est utilisé, c'est le mot de violeur. Elle lui dit, c'est la première fois que j'ouvre mes portes à un violeur. Et dans la VF de l'époque, c'est traduit par sadique. Donc on voit déjà la perte de sens. On a adouci la réalité du mot violeur. Donc ça c'est grave dans la VF. Mais voilà, la scène en elle-même, qu'est-ce qu'elle dit aux générations de jeunes hommes et femmes qui l'ont vu et qui continuent de le voir? Eh ben écoute, tes copains et toi, vous pouvez sortir le samedi soir, agresser et violer les jeunes filles. À la fin, ils vous aimeront quand même. Voilà, moi c'est ça qu'on m'a appris. Et un film comme Grease aussi, que j'ai adoré, m'apprend que si j'ai l'audace de me rebeller quand on m'agresse sexuellement, je passe pour une coincée frigide comme Sandy dans le film. Et que en fait, ça ne va pas le faire, quoi. Je n'aurai pas les faveurs des hommes si je m'oppose aux agressions sexuelles. Enfin voilà, en fait, là, ce sont seulement quelques exemples. Dans le livre aussi, j'ai dû choisir, mais chacun et chacune auront leurs propres exemples et je vous assure que ça donne le vertige parce que Mmh. cette culture du viol et des agressions sexuelles, elle est partout. Et peut-être qu'il y a des gens qui se disent ah mais c'est décorrélé de la réalité, c'est que des films, ça agit pas sur les gens et tout. Mais dans ton bouquin, tu cites des chiffres, tu parles des rape myths au sujet du viol, donc des fausses représentations qui entourent la question du viol et notamment des représentations qui sous-entendent que les femmes, par exemple, aimeraient être violées, être forcées. Tu cites une enquête Ipsos qui dit que 17% des Français et Françaises considèrent que beaucoup de femmes qui disent non à une proposition de relation sexuelle veulent en fait dire oui, et que 18% des Français jugent que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. C'est quand même terrifiant, et ça montre justement que ces représentations-là, je veux dire, il faut bien qu'elles se construisent quelque part. Et finalement, quand on réfléchit, dans la société elle-même, il n'y a pas un discours omniprésent sur la sexualité, il n'y a pas un discours omniprésent sur la séduction, c'est quelque chose qui est assez tacite, assez presque tabou d'ailleurs, peut-être dans les familles, tout ça, c'est pas quelque chose qui est si explicite que ça. Et s'il y a un espace où il y a une forme d'explicitité autour des relations sexuelles, de la séduction, etc., c'est l'espace justement du film, du livre, de la fiction. Et c'est là où on apprend le plus. Et je me dis, c'est pour ça que son livre, je le trouve très important, parce que je trouve qu'il met le doigt sur quelque chose. C'est où construisons-nous nos représentations de la séduction, où construisons-nous nos représentations de la sexualité, des manières de faire ou de ne pas faire, de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Et ben ouais, c'est dans les films. Et là, quand tu nous démontres, et la démonstration est, je veux dire, absolument magistrale, c'est très difficile d'aller contre, quoi. On peut pas, à la fin de ton bouquin, vu le nombre de références sollicitées, on peut difficilement dire que que t'as tort. On se dit, mais en fait, est-ce que toute notre vie, on a été comme ça bercé par l'idée que le viol était la bonne manière de faire? Et est-ce que justement, qu'est-ce que ça a construit en nous? Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire même pour s'échapper, pour s'émanciper de ces représentations qui sont mais tellement partout, quoi.
Comment est-ce qu'on peut faire? Bah, moi, en fait, c'est vraiment ce que j'ai ambitionné de faire avec mon bouquin. Donc, j'espère qu'un maximum de gens vont le lire, se pencher dessus, parce que je l'ai vraiment envie que ce soit un outil, en fait, de déconstruction de notre regard vis-à-vis de cette culture du viol. Maintenant, j'en parle dans le livre. Là, j'en parle aujourd'hui avec le recul. C'est très difficile. En fait, ce travail-là est très difficile. Moi, en tant que femme hétérosexuelle aujourd'hui, je suis face en fait à un gouffre. C'est-à-dire que maintenant que je vois tout ça, maintenant que je compris ce qui m'a mené à ma perte, puisque c'est précisément parce que j'allais pas bien et parce que je me suis retrouvée dans des situations de violence amoureuse que je me suis dit stop et que j'ai essayé d'enquêter sur pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là. Et maintenant que j'ai fait ce travail, maintenant que je vois clair, en tout cas beaucoup plus clair qu'avant, eh bien, vers quoi je vais en fait, de quoi je me nourris. L'offre, elle est encore très très pauvre sur des schémas qui me feraient rêver, qui me feraient fantasmer et qui ne mettraient pas en scène de la violence. C'est c'est vraiment très très dur d'avoir cette prise de conscience là. Toutes les femmes, évidemment, ne sont pas dans mon cas, mais je sais qu'on est nombreuses à avoir souvent préféré le bad boy dans les films, à avoir érotisé des comportements violents, des comportements violents aussi dans notre propre sexualité. Et ce qui fait peur aussi, et ça, j'ai tout un passage dans le livre où j'en parle, c'est cette fameuse question du non, c'est non. Euh, Moi, je n'arrive pas à affirmer que 100% du temps, quand les femmes disent non, c'est non. Et ça, je comprends bien que c'est délicat de le dire, mais c'est qu'en fait, on nous éduque aussi, en tant que femmes, à dire non quand on a envie de dire oui. C'est-à-dire qu'on nous apprend que pour être désiré, désirable, on doit se refuser, on doit dire non à l'autre. Si on est trop disponible pour les hommes en face, on ne les intéresse pas. Il faut représenter un challenge, faut être un défi, il faut être un objet de conquête. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous vient d'il y a longtemps, enfin de la littérature, de l'amour courtois, être conquise, quoi. C'est ça l'objectif des femmes. Donc on doit se refuser. Donc parfois on ne doit pas dire oui et on doit dire non même si on a envie de dire oui. Et toute cette réflexion sur le oui et le non et aussi le oui et le non des garçons, parce que c'est ça que j'explique. C'est que moi, des garçons et des hommes qui m'ont dit oui m'intéressaient moins que les garçons qui me disaient non, pour la même raison. C'est-à-dire qu'ils étaient trop disponibles, que moi, j'aime bien faire changer d'avis. Un homme qui me dit d'abord non, qu'il n'a pas envie d'être avec moi, en fait, lui prouver qu'il faut qu'il me dise oui. Et en fait, tout ça, ça fait assez peur, parce qu'on voit très bien comment c'est au cœur de nos schémas de séduction. Je parle pas forcément de sexualité, mais en tout cas dans la séduction. Tout le monde connaît l'adage fuis-moi je te suis-moi je te fuis. C'est quelque chose qu'on nous enseigne au collège. Non mais fais-le poireauter, ne lui réponds pas tout de suite, fais-toi désirer. En fait, c'est tout un discours, mais qui est extrêmement vicieux et insidieux. Et moi, je le raconte aussi dans mon livre précédent, Pécho au canard, mais quand j'étais petite, et je le raconte dans l'intro de Désirer la violence, quand j'étais petite, j'étais amoureuse d'un garçon à l'école primaire qui me frappait. Mes parents ont été convoqués plusieurs fois par la directrice, j'ai perdu des dents à cause de ce petit garçon, et pour autant, j'étais amoureuse de lui. Ce que les adultes m'ont beaucoup dit à l'époque, c'est que s'il était comme ça avec moi, c'est parce qu'il était amoureux de moi. Quand on est petit, et même à l'école maternelle, quand un garçon nous embête, on entend beaucoup non mais c'est parce que tu lui plais, c'est parce qu'il est amoureux de toi. C'est vraiment quelque chose que j'ai entendu en discutant avec les gens, qui est très fréquent. Comment dès lors dire en grandissant le contraire? Puisque même quelqu'un qui me fuit, on me dit non non mais s'il est pas sympa, s'il te gosse, s'il te fait mijoter, c'est parce que tu lui plais et que moi-même je reproduis ça. En fait, vraiment, pour moi, ces violences, les violences sexuelles, les violences conjugales, elles commencent très tôt et elles commencent dans la violence affective, en fait, dans nos relations affectives, dans les relations de séduction. Donc, c'est pour ça que le travail de prévention et d'éducation, il faut le faire dès le plus jeune âge. Ouais, on va quand même juste préciser pour celles et ceux qui nous écoutent et tout ça. Bon, non, on garde quand même l'idée du non, c'est non. Hein, on est d'accord. Oui, bien sûr, bien Voilà, sûr. toute la nuance que tu apportes est, je pense, assez importante pour démontrer la réalité des vécus. Mais ensuite, dans nos pratiques, voilà, non, c'est non. Tenez-y vous, bien entendu. D'ailleurs, comme disait Patroclo, non, c'est non. Mais n'oubliez pas que des fois, oui, c'est non aussi, et que le consentement, j'en parle assez bien d'ailleurs dans le livre.
c'est pas je dis oui et puis c'est oui jusqu'à la fin des temps pour tout et n'importe quoi. Il y a un certain nombre de... D'ailleurs, peut-être les points du consentement, peut-être que tu veux nous les rappeler. Je sais pas si tu as tout en tête, mais j'ai trouvé la partie sur le consentement hyper intéressante et hyper bien. Et je me disais, c'est des choses Je veux bien. très basiques qu'on ne dit pas assez et en fait qui devraient être dites et qui permettent de comprendre en quoi, comment le consentement se construit, comment c'est pas juste dire oui une fois et puis c'est oui jusqu'à la fin des temps. Comment en fait on crée un consentement qui soit éclairé, qui soit voilà, qui soit vérifié et qui soit un vrai consentement, qui soit pas finalement un pseudo consentement qui finit par perpétuer des violences encore. Non, mais enfin, bien sûr, je veux absolument pas qu'il y ait de malentendus. Non, c'est non. Mais ce que je dénonce aussi en rappelant tout ça, c'est le fait que pour certaines femmes, il soit très difficile de dire non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui. Il faut vraiment pas avoir l'impression qu'on est toutes devenues des féministes hyper affirmées et hyper confiantes en nous. Il y a énormément de femmes qui galèrent encore aujourd'hui à s'affirmer en tant que femmes. Et comme je le disais, non seulement on éduque les garçons à forcer, mais on éduque les filles à se forcer. Et c'est aussi dire aux femmes, oser dire non. Mais c'est très, très difficile. Et a fortiori dans les cas où on est face à son conjoint et à son petit ami et qu'on a peur de le perdre et que si on lui dit non, peut-être qu'il va aller voir ailleurs, peut-être qu'il va nous quitter. Enfin, en fait, voilà, le non des femmes, c'est quelque chose qui est encore parfois difficile quoi, à obtenir pour nous-mêmes. Donc, bref. Sur le consentement, je ne te cache pas, je suis vite allée chercher la Vas-y, page en vas-y, elle-même vas-y. parce que je ne veux pas dire de bêtises. Ce qu'on appelle en fait les 5 points à avoir en tête, c'est un consentement enthousiaste, donc la personne qui doit exprimer son accord clairement, verbalement, à qui il faut le demander, mais le mot d'ailleurs il est quand même assez fort, quoi. Enthousiaste, on comprend bien qu'il faut qu'il y ait de la joie et de l'envie derrière. Le consentement doit être libre et éclairé. Donc, si la personne a bu ou fumé, qu'elle n'est pas en mesure de réfléchir normalement, on oublie. Le consentement ne doit pas être obtenu sous la pression ou la manipulation. Il doit être spécifique. Donc, ça, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que chaque pratique doit être consentie. C'est pas parce qu'on vous a dit oui quand on vous a demandé est-ce que je peux t'embrasser qu'on vous a dit oui pour coucher avec vous ou pour toute autre pratique sexuelle qui est infiniment important à avoir en tête, c'est que le consentement est réversible. C'est-à-dire que si on vous a dit oui à un moment, on a le droit de se rétracter. Et si on vous a dit oui un jour, on ne vous a pas dit oui pour toujours. Et la dernière chose, et ça parfois on la met un peu de côté, mais il faut pas du tout, c'est que ce consentement doit être informé. C'est-à-dire que votre partenaire doit être au courant des risques liés au rapport sexuel que vous entreprenez. Et donc, par exemple, si vous ne prenez pas de contraception, voilà, si ou non vous portez un préservatif, est-ce que je suis d'accord pour que le rapport ne soit pas protégé est-ce que je prends des risques en fait en couchant avec toi. Donc ces 5 points-là, enthousiaste, libre et éclairé, spécifique, réversible et informé, sont très très importants. Mais tu vois, moi, mon deuxième bouquin s'appelait et si on parlait vraiment de sexe, c'est un guide à destination des 12-20 ans. Et ce qui m'a frappée, c'est la difficulté que j'ai eue à aller dans des établissements scolaires pour parler de ces sujets-là. Il y a encore une extrême résistance, en fait, de la part... il faut que les infirmières scolaires valident ce genre d'intervention. Moi, j'ai fait face à des infirmières scolaires qui considéraient que au collège, on n'a pas l'âge pour parler de tout ça, par exemple. Ça me met complètement en rogne. Enfin, c'est encore très difficile, quoi, d'aller parler directement aux ados. Il y a des assos, évidemment, qui font ce travail de façon bien plus poussée que moi, mais c'est un combat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se batte pour donner accès aux jeunes à une éducation à la sexualité digne de ce nom. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a affaire à une institution qui, ou des individus en tout cas, prétendent que c'est une incitation à la sexualité, d'expliquer dans une société où il y a autant de violences sexuelles que voilà, ce qu'est le consentement, comment fonctionne le consentement, et qu'on se dise, ah bah non, on va laisser ça aux jugés des uns des autres, ça se passe bien jusque-là, comme si c'est pas une catastrophe absolue. Ouais, peut-être que il y a une question de bilan d'ensemble. Hein, je me dis souvent, mais comment on en arrive à un déni de société pareil
Et je trouve que tout à l'heure, tu as dit un truc assez intéressant en parlant des films. Tu disais, au final, qui fait un film comme Les Valseuses, si ce n'est un mec qui finalement se reconnaît là-dedans et crée un système de justification et à se demander, en fait, je sais pas comment formuler ça, mais euh, j'ai envie de dire presque quelle place ont les violeurs dans la construction de la culture du viol. Mais les violeurs ont une place de choix dans dans la construction et dans la persistance de la culture du viol. Enfin, le cinéma, justement, dans mon livre, la dernière partie, elle est consacrée aux violences hors écran, aux violences réelles. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière. Justement, en ce qui concerne les violences, il n'y a pas de frontière entre la fiction et la réalité. Quand on pense aux valseuses, il est très très difficile de ne pas avoir l'impression que Gérard Depardieu joue son propre rôle dans le film. Exactement, ouais. C'est-à-dire que à cette époque-là, dans des interviews, Depardieu dit on a violé beaucoup de filles avec les potes, on a violé beaucoup de filles. Ça, je l'avais noté au cas où. Mais il dit viol, parce que je pense à ce qui s'est dit par rapport à l'affaire Pellico, le juge dont la défense est il y a viol et viol. Depardieu, en 81, dans le magazine Lui, dit on a violé beaucoup de filles, mais bon, viol, c'est beaucoup dire, c'était des filles qui se faisaient passer dessus pour faire partie de la bande. Mais bon, viol, c'est beaucoup dire. C'est-à-dire que ça se superpose. C'est... Et donc moi, je parle de Depardieu, évidemment, dans le livre, mais je parle aussi de Weinstein, je parle du dernier tango à Paris de Bertolucci. En plus, il y a le film Maria qui est sorti récemment. Dans le dernier tango à Paris, pareil, qui est un film subversif, il y a une scène de viol pour laquelle, lors du tournage, Maria Schneider n'avait pas été mise au courant. Ça s'appelle la scène du beurre parce qu'en gros, le personnage principal utilise du beurre pour pénétrer l'héroïne. Et en fait, elle a été absolument traumatisée par le tournage de cette scène. Et ce qui est effarant, c'est que Bertolucci, encore en 2013, donc franchement c'était il y a 10 ans, c'était hier, lorsqu'il y a un événement qui lui est consacré en grande pompe à la Cinémathèque de Paris, nous explique qu'il a voulu filmer la rage et l'humiliation de son actrice, pas de son personnage, de l'actrice elle-même. Et c'est pour ça qu'il l'a pas mise au courant. Donc on a un réalisateur homme qui n'a que faire de violenter, d'agresser sexuellement son actrice, puisque pour lui ce qui compte, c'est qu'on voit sa rage et son humiliation à l'écran. Et cette technique-là, malheureusement, on la retrouve aussi chez Alfred Hitchcock, qui malmenait psychologiquement ses actrices. En fait, on retrouve ça, je vais pas dire partout, mais chez un grand nombre de cinéastes, en fait. Mais, C'est le titre d'un de mes chapitres, eux ne séparent pas la femme de l'actrice. Et mais ça, alors, c'est important, cette rhétorique-là, parce qu'on entend tellement qu'il faut séparer l'homme de l'acteur, l'homme de l'artiste. Eux ne séparent pas les deux. Hein. mais est-ce que ça veut pas dire aussi que du coup, il y a une conscience du viol qui est omniprésente? Tu parlais de la scène de fin dans La fièvre du samedi soir, où on a l'acteur, enfin le personnage qui arrive et l'héroïne lui ouvre la porte en lui disant je n'ai jamais reçu un violeur chez moi. Tu parles voilà de Depardieu qui disait ouais j'ai violé des filles etc et tout. Donc on voit que finalement il y a une conscience du viol. Et d'ailleurs c'est un truc que j'avais jamais remarqué avant de lire ton livre, mais c'est que en fait ce qui prouve qu'on sait au fond que ces comportements sont anormaux, c'est que si on inverse la norme de genre, c'est des comportements qui deviennent totalement inacceptables. Dans les films, si un homme poursuit une femme comme Ben Stiller dans Marie à tout prix, ou fait un chantage au suicide comme Ryan Gosling dans N'oublie jamais, c'est valorisant. C'est juste un homme ordinaire qui montre son amour. Mais si une femme fait exactement la même chose, c'est une folle, c'est une tueuse, comme dans Liaison fatale, Basic Instinct, La valse des pantins. Ce que tu dis dans ton bouquin, hein, c'est pas moi, voilà, je précise que là je te cite. Hein. Et d'ailleurs, tu cites un auteur qui s'appelle Gavin de Becker qui dit dans les films, lorsque les hommes insistent, ils finissent généralement par avoir la fille. Lorsque les femmes insistent, elles sont généralement tuées. Est-ce que ça démontre pas en fait que dans la culture du viol, il y a quand même une conscience omniprésente du viol et qu'en fait les violeurs savent qu'ils violent, enfin qu'il y a quand même une part du truc qui est complètement là, qui est dite en fait, et que c'est au milieu de la pièce et que tout le monde fait semblant de pas voir. Ah, si, absolument. Mais en fait, c'est très simple. Dans le patriarcat, les hommes font la loi. Point. Ils font la loi politique, ils font la loi culturelle. En fait, là, on le voit, je l'ai traité récemment en Afghanistan. Des hommes décident que les femmes n'ont plus le droit de parler en dehors du foyer. Voilà.
peut-être que demain, dans notre pays, il y aura une loi qui dira, bon bah voilà, nous n'avons plus le droit de faire ceci, nous n'avons plus le droit de faire cela. Ils font la loi au cinéma en nous proposant ces récits-là qui nous disent Léa, c'est ok de violer, les filles acceptez d'être violées et qui nous mettent en scène des héroïnes qui s'en réjouissent. Et en fait, qui nous apprennent à érotiser tout ça. C'est la même chose dans le porno, dans la pornographie. Sauf que ce qui se passe, c'est que justement, c'est très arrangeant en fait pour ces hommes-là de donner l'impression que c'est un problème qui concerne le porno. Parce que le porno, c'est pas l'élite. Hein. Le porno, c'est même pas du cinéma d'ailleurs. Et regardez, ce sont des sauvages en fait. Ce sont pas des vrais acteurs. Les personnes qui regardent, ce sont sûrement pas les mecs instruits. Évidemment, tout ça est ironique. Hein. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a autant de violences, voire plus, de violences sexistes et sexuelles dans le grand cinéma d'auteur que dans la pornographie. En fait, j'ai aussi bossé sur la musique et là, on a opéré la même chose. C'est bien pratique de nous faire croire que c'est le rap qui est un genre de sauvage, hyper misogyne, homophobe, etc. Il y a pléthore d'exemples dans la bonne variété française de chansons pédocriminelles, de chansons qui incitent au viol, de chansons racistes. C'est qu'en fait, c'est quelque chose de très blanc bourgeois, d'une élite culturelle qui ne veut surtout pas admettre en fait qu'elle cultive ces choses atroces. Et c'est vrai que là, tu viens de me dire, moi, l'exemple, en fait, il y a deux exercices, pardon, pas des exemples, deux exercices que j'invite à faire pour avoir une espèce d'outil de détection. C'est inverser le genre des personnages dans la scène. Est-ce que vous trouveriez ça normal, excitant, rigolo si c'était une fille qui le faisait à l'inverse? Deuxième chose, imaginez un autre homme à la place du héros, puisque très souvent ces héros-là sont désirables, voire archi beaux gosses. Moi, je prends l'exemple de Ryan Gosling dans N'oublie jamais, qui est un harceleur qui fait du chantage au suicide au début. Imaginons une seconde, même que James Bond, en fait, que tous ces gars-là ne soient pas des beaux gosses, ne soient pas charismatiques. Je laisse à chacun et chacune le choix d'imaginer quelqu'un de repoussant. Mais en fait, on se rend très vite compte que les scènes qu'on trouve romantiques deviennent des scènes de thriller dès lors que le personnage n'est pas attirant. Et moi, c'est ce que je nomme l'effet trompe-l'œil. L'effet trompe-l'œil de cette culture de la violence qui nous fait croire qu'un comportement est romantique alors qu'il est archi flippant, mais qu'il est bien emballé. Et il y a un truc, moi, qui a un trompe-l'œil là, que tu as souligné que je trouve assez fort, justement, c'est la question des classes sociales, et je me demande l'importance que ça joue aussi dans nos représentations des violences sexuelles. Je suis allé trouver un article de la sociologue Véronique Le Goaziou qui souligne que des violences sexuelles, on en retrouve dans tous les milieux sociaux, ce n'est pas le cas dans la judiciarisation des viols. Donc en gros, sur les viols qui vont en justice, il y a une surreprésentation des milieux populaires et une sous-représentation des milieux aisés. Donc évidemment, c'est pas parce que les riches violent moins, mais comme l'explique du coup Véronique Le Goaziou, qui est sociologue, c'est parce que les classes supérieures disposent d'une série de filtres, l'argent, la position sociale, le niveau d'instruction, la culture juridique, en fait, qui vont leur permettre d'échapper plus facilement à la justice. Et je me demandais justement si cette inégalité de traitement avait pas fini par infuser aussi nos représentations, par exemple dans ces modèles du nice guy et du bad boy dont tu parles dans ton livre, et par faire que même dans les milieux militants, etc., on donne systématiquement à la masculinité hégémonique tous les attributs des classes populaires. Tu cites à un moment d'ailleurs une essayiste, Valérie Rey-Robert, qui dit « L'idée la plus répandue au sujet du viol est celle qu'il serait le fait d'un homme pauvre ». Quand bien même, en réalité, le gentil garçon cultivé à lunettes, en fait, ce que nous montre l'actualité depuis MeToo, c'est que ça peut aussi être un violeur. Et voilà, je me demande comment est-ce qu'on peut analyser cette question de classe et comment on peut construire une représentation collective qui s'émancipe de ce genre de stéréotypes et qui prenne le viol pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui appartienne à toutes les classes sociales, tous les milieux sociaux et all men, comme on disait au départ. Bah ouais, all men, parce que j'en reviens un petit peu au même, c'est-à-dire que cette culture du viol est très très bien protégée par ceux qui la nourrissent et par les agresseurs eux-mêmes. On comprend bien que un réalisateur blanc, un blanc bourgeois élitiste n'a aucun intérêt à représenter un violeur qui lui ressemble à l'écran.
Parce que dans les violeurs, ok, hein, ce sont deux blancs, Patrick Devers et Gérard Depardieu, mais ils sont présentés comme des voyous. Enfin, c'est des loupards dedans. C'est des gars qui volent. Enfin, voilà, ce ne sont pas des alter ego de Bertrand Blier, par exemple. Ce que je trouve intéressant là, qui est quand même en train de s'opérer actuellement, c'est la prise de pouvoir de scénaristes femmes, de réalisatrices. Il y a un bon exemple, un très bon exemple, je trouve, que je cite dans le livre, qui est Promising Young Woman, où justement le pitch, pour pas trop en dévoiler, mais c'est une femme qui, pour se venger des violences sexuelles subies par un de ses amis, piège des hommes en faisant croire, elle va dans des bars le soir, elle fait croire qu'elle est ivre morte pour que ces hommes la ramènent chez elle ou chez eux. Évidemment en faisant croire que c'est pour son bien et que c'est pour s'assurer qu'elle rentre en danger. Et en fait, en profite pour abuser d'elle sexuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où l'agression sexuelle va commencer, elle se réveille. Enfin, en fait, elle montre qu'elle n'est pas du tout ivre morte. Et en gros, elle leur tend un miroir en leur disant hey, qu'est-ce que tu allais faire là? Et à chaque fois, il y a cette scène intéressante de défense des gars qui, enfin, il y en a surtout une, où en gros, le gars dit non, non, mais attends, je suis pas un prédateur, je suis un type bien, je suis un type bien. Donc il se défend. Et elle lui dit, mais c'est marrant parce que des types bien comme toi, j'en vois tous les soirs quand je fais semblant d'être ivre morte et tous les soirs, ils essayent de me violer. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper important dans le fait que des femmes s'emparent de ce genre de films, des thrillers, enfin ce genre d'histoire. Ce qu'on voit aussi dans Blink Twice actuellement de Zoé Kravitz au ciné, c'est parce que précisément, elle donne le mauvais rôle et le rôle de l'agresseur sexuel à des hommes blancs, des nice guys, à des mecs puissants, riches et célèbres, qui sont précisément ceux qui nous causent autant de soucis depuis des décennies. Et en fait, c'est aussi ça qui s'est passé grâce à MeToo. C'est de dire, non mais vous, là, c'est précisément vous qui nous mettez du mal. Donc, en fait, c'est important de tendre un nouveau miroir à ces mecs-là et donc que leur reflet arrive jusqu'aux yeux du public, quoi. Parce que normalement, ils se donnent tout le temps le beau rôle dans les films. Et dans mon bouquin, je parle aussi de la figure du sauveur, en disant un harceleur peut en cacher un autre. Parce que très souvent, on va avoir une héroïne qui est agressée par justement un mec pas cool et quelqu'un qui présente bien, qui vient pour la sauver en lui faisant croire que lui, c'est un mec bien, mais qui, 2 scènes plus tard, essaye de la choper, quoi. Donc, tout est affaire de représentation. Et ces représentations à l'écran, moi je crois, mais du plus profond de mon être, qu'elles peuvent changer les représentations qu'on a dans la vie réelle. Oui, parce que les représentations, elles ont un impact extrêmement concret sur des choses, je veux dire, très factuelles. Par exemple, on parlait de la judiciarisation tout à l'heure dans les tribunaux par rapport aux hommes pauvres, etc. Mais on voit en fait que la culture du viol, elle est ultra présente dans les tribunaux. Et justement, l'affaire Pellico, pour y revenir, c'est quelque chose qui met ça en exergue. Parce qu'on voit que dans ce qui pose question, c'est aussi la définition même du viol, qui par la loi qui est questionnée, puisque nous, on a en France une définition qui omet totalement la question du consentement. Et ce problème d'un écart entre réalité du viol et une gestion institutionnelle de celui-ci, c'est quelque chose qui est loin d'être nouveau, puisque c'est un combat qui est mené par les associations depuis des années. Par exemple, le viol conjugal a été très 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 dur à faire reconnaître par la loi, et on a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose qui a toujours été là, mais en fait, il a fallu attendre le début des années 90. Les années 90, ça a 30 ans, pour que la Cour de cassation commence à reconnaître l'existence du viol au sein du couple. Et donc on voit quand même que tous ces mythes dont tu parles, qui sont du mythe de cinéma, ils ont un effet complètement concret sur aujourd'hui la réalité, par exemple, du jugement d'une affaire comme l'affaire Pellico. Absolument. Et moi, dans le livre, j'utilise plusieurs références d'enquêtes qui ont été menées, parfois même des études de neurosciences. En fait, j'explore, c'est vraiment une enquête, ce bouquin. C'est pourquoi est-ce qu'on peut désirer des comportements toxiques. Donc, j'essaye de voir plein de pistes linguistiques, psychanalytiques, neuroscientifiques. Et en fait, il y a des études qui démontrent l'impact des représentations sur le traitement des violences sexuelles dans la vraie vie. Mais juste, il y en avait une sur la question du harcèlement. Il y a une chercheuse, Julia Lippmann, américaine,
qui a fait visionner des comédies romantiques à tout un panel de femmes, dont Marie à tout prix, par exemple, qui est vraiment un film où le harcèlement, l'espionnage romantique est le ressort du film. Et en fait, elle a vu qu'après, en les questionnant, celles qui adhéraient à ces comédies romantiques, celles qui s'en étaient vraiment nourries, eh bien, elles avaient plus tendance dans la vraie vie à excuser les comportements problématiques et à les romantiser que les autres. Donc là, alerte rouge, parce que des filles qui aiment les comédies romantiques quand elles sont ados, il y en a beaucoup, quoi. Et donc, elle a prouvé que ça avait un impact après dans notre vie réelle. Ensuite, sur les fausses accusations, ça aussi, il y a des études qui expliquent que l'idée des fausses accusations, des femmes qui mentent pour obtenir quelque chose ou pour se venger, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans du polar, dans des thrillers. Eh bien, ça a un effet ensuite en commissariat ou devant les tribunaux. Moi, dans le bouquin, je parle d'un film que j'adorais quand j'étais petite, qui s'appelle Sex Crimes de 98 avec Matt Dillon. Et en gros, Matt Dillon joue un prof qui a dans ses classes deux étudiantes hyper sexy, puisque c'est Neve Campbell et Denise Richards, donc deux stars de l'époque. Et en fait, ces étudiantes-là disent qu'elles ont été violées par leur prof. Et en fait, c'est pas vrai. Et ben, ce film-là, qui était quand même, moi en tout cas, à mon époque, fin des années 90, début 2000, il avait vraiment la cote parce que il est sulfureux et tout, et que c'était des stars, ces trois-là à l'époque. Ce film-là, vous imaginez un peu le mal qu'il fait aux représentations quand on sait que les fausses accusations, c'est 2 à 10% des cas, mais que là, c'est vraiment rendu hyper sexy. C'est qu'en fait, ils sont tous les trois amoureux. Enfin, c'est une espèce de plan à trois avec le prof et qu'ils ont manigancé tout ça pour se faire de l'argent, quoi. C'est un film qui est délétère. Et je cite un fait divers, par exemple, en Inde, d'un gars qui harcelait vraiment une femme et qui a utilisé comme défense auprès de son avocat qu'il est fan de Bollywood, qu'il a vu ça dans les films de Bollywood. Enfin, en fait, là, je vous prends juste quelques exemples, mais pour dire qu'encore une fois, il n'y a pas de frontière entre les deux. Et dans des films qui, moi en tout cas, qui m'ont accompagnée quand j'étais plus jeune, par exemple Les Nuits avec mon ennemi, avec Julia Roberts, qui est une femme qui s'échappe des violences conjugales. Dans le film, il y a des viols conjugaux, et jamais l'idée du viol n'est abordée dans le film. On parle de violence conjugale, mais le viol conjugal, moi, je ne l'ai jamais vu à l'écran jusqu'à une date infiniment récente, dans des séries et dans des nouveaux formats. Donc, moi, ça met chaque chose qu'on se dit là, met de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment, vraiment s'attaquer à cette racine culturelle du mal. Ouais, c'est marrant parce que j'avais jamais réfléchi, enfin marrant, entre guillemets évidemment, mais j'avais jamais réfléchi à cette représentation. C'est vrai qu'on a toujours ce discours de la victime menteuse qui est associée au viol et au VSS en général, et de l'origine de cette construction, puisque en réalité, elle se confirme jamais dans la réalité. Il n'y a pas de faits divers qui vont dans ce sens-là, ou très 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 rarement. Bon, évidemment, c'est des faits divers qui seront énormément mis en avant par les médias, mais grosso modo, c'est infinitésimal. Et c'est vrai que du coup, on se rend compte que le gros de la représentation est fait par la fiction. C'est très juste. Je pense au film Gone Girl, là, qui m'est revenu en tête, là, de David Fincher, où c'est pareil, quoi. On est tout le long dans ce discours-là, c'est même le scénario principal d'une victime qui fabrique comme ça sa fausse violence, quoi, d'une certaine manière. Donc ouais, c'est... En plus, Gone Girl, bon, c'est un bouquin à l'origine. Moi, j'adore ce film. Il y a plusieurs films comme ça que j'adore. Malheureusement, c'est des films qui marquent énormément. Enfin, ça a été des films qui ont énormément de succès. Et ça a contribué à nous faire passer pour des folles machiavéliques. Honnêtement, tu sais, des téléfilms un peu pourris l'après-midi sur TF1 ou quoi, une fois sur deux, il y a une femme qui ment. Enfin, vraiment, je l'invente pas, j'en ai vu, je peux même pas te citer les titres, mais tu vois, une affreuse vengeance, Ouais. enfin, elle a tué son mari, j'en sais rien, quoi. Et donc ça, c'est affreux. Et j'arrive pas à retrouver, mais un film là qui est sorti récemment avec François Civil, un prof accusé à tort. Comment ça s'appelait? Je sais plus comment je ça sais s'appelait. pas, je l'ai pas vu. Je squeeze le cinéma français quand on part sur ce genre de sujet en général.
Je sais plus, mais quand c'est sorti, c'était l'an dernier, je pense, il date de 2023. Je me suis dit, mais à quoi bon? Pas À de quoi vague. bon nous sortir encore? Voilà, pas de vague. C'est Merci le chat beaucoup. qui vient de nous le donner. Hein. Ouais. À quoi bon sortir encore quelque chose comme ça qui va mettre à mal la parole des victimes? Hmm. En fait, c'est ce que tu disais, c'est que les représentations qui existent, où on inverse où justement le harcèlement est du côté de la femme, etc. Nous, femmes, on passe souvent pour des folles, pour des manipulatrices, pour des grandes vengeresses. Et de la même façon, quelque chose d'important sur la sexualité, là où si James Bond multiplie les conquêtes et se tape une femme différente dans chacun des films de la saga, quand on a une femme comme ça, qui est sujette de son désir et qui a beaucoup de conquêtes, bon bah c'est une info quoi dans le cinéma. C'est une info, c'est une perverse, c'est une prostituée. C'est jamais une héroïne, Hmm. une héroïne qui a la classe quoi. Oui, et puis ça va plus loin, puisque en fait, on se rend compte que la culture collective autour du viol, elle va aussi avoir une influence sur les victimes elles-mêmes, et notamment sur le fait d'aller ou non voir la police. J'ai lu une étude assez intéressante sur le sujet d'une chercheuse qui s'appelle Linda S. Williams, qui dit qu'il existerait un modèle sociétal qu'elle appelle le classic rape, donc qu'on pourrait traduire par viol classique. Et en gros, le classic rape, ce serait un viol commis par une personne inconnue dans la rue sous la menace d'une arme, donc ce dont on parlait au tout début, donc c'est ce qui est non pas le viol le plus commun, mais en fait le viol dans la tête des gens qui serait le vrai viol. Au sens où c'est comme ça que devrait se dérouler un viol, alors qu'en réalité on sait que ça représente moins de 10%, voire vraiment beaucoup moins de 10% des viols. Et en fait ce que constate Linda S. Williams, donc la chercheuse qui a écrit sur ça, c'est que les victimes de classic rape seraient beaucoup plus enclines que les autres à porter plainte, ce que confirment les chiffres. Je recite la sociologue Véronique Legoaziou qui a écrit un livre qui s'appelle Viol, et dedans elle parle de ça. Elle dit que seuls 10% des victimes de viols familiaux ont porté plainte quelques heures après les faits, alors que c'est le cas de 76% des personnes violées par une personne très peu connue ou inconnue d'elle. Donc, quand on voit que seuls 5 à 10% des victimes de viol portent plainte, on se rend compte que c'est profondément lié à nos représentations collectives et qu'en fait, ces représentations, elles vont faire que des personnes qui subissent une violence ne vont peut-être pas la reconnaître ou si elles la reconnaissent, se dire qu'en fait, elles ne peuvent pas en parler parce qu'elles ne seront pas entendues quand elles en parlent. Absolument. En fait, excuse-moi si c'est maladroit, j'ai une analogie qui me vient en tête, mais je me dis, c'est comme si moi, on m'avait, depuis toute petite, montré une image de pomme. Tu vois, je sais pas, la pomme golden. Mmh. Et on me dit, c'est ça une pomme. Bah, moi, quand je vois toutes les autres variétés de pommes au marché, je peux me dire, bah non, c'est pas des pommes. Moi, on m'a dit qu'une pomme, c'était ça. Donc, si ça ressemble pas à ça, c'est pas une pomme. Et en fait, je pense vraiment que c'était pour faire une métaphore de l'image, quoi. Que moi, si on m'a dit le viol, c'est ça, et ben, tout ce qui n'y ressemble pas dans ma tête, c'est pas un viol et je suis pas légitime pour m'en plaindre. Et sur la question des violences conjugales, bah, je pense que c'est vraiment au cœur du problème. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de conscientiser que l'homme qu'on aime peut nous faire du mal et qu'on peut être dans une situation de violence conjugale. Ça prend du temps, en fait. C'est vraiment un désaveuglement et une rééducation que de se rendre compte que c'est possible. Et encore une fois, tout ça, cette lucidité, elle est très douloureuse. Enfin, c'est pour ça que moi, in fine, je ne supporte plus en fait qu'on nous féministes fasse passer pour des personnes voilà des infâmes wokistes qui ont envie de faire tomber les têtes les unes après les autres et qui se réjouissent de découvrir que tel acteur tombe, tel Mmh. réalisateur tombe. Mais non, tout ça c'est super dur en fait d'être déçu en permanence, de se rendre compte que cette violence elle est omniprésente, qu'on l'a ingérée, qu'on l'a érotisée, qu'on l'a voulu. C'est super dur. Enfin voilà, se déconstruire, c'est vraiment un parcours nécessaire, hein, ô combien nécessaire, et tellement difficile. Oui, puis c'est terrible. Il y a quelqu'un qui écrit dans le chat que elle avait vu qu'une victime de justement du classic rape dont je parlais tout à l'heure disait j'ai eu de la chance, j'ai eu le bon viol, donc ils ont enquêté. Il y a d'autres personnes qui témoignent de faits intrafamiliaux et qui disent que dans la structure familiale, du coup, c'est des faits qui sont minimisés. Et du coup, pour maintenir l'équilibre, la structure familiale, on va invisibiliser des faits d'inceste, de violence sexuelle au sein de la famille, des choses extrêmement graves. Et en fait, on se dit, mais c'est terrible de voir en fait comment la norme de représentation, elle se construit, comment elle est là, comment elle existe de manière totalement ordinaire.
Et aujourd'hui, qu'on a des victimes qui parlent, qui font entendre ce qui se passe, la réalité de la chose, et ben en fait, on voit que la mécanique qui était en fait la mécanique interne à nos sociétés, c'est-à-dire de faire porter la honte aux victimes et leur faire porter le poids du silence, continue à se perpétuer, mais de manière publique désormais, où on continue à dire aux victimes, mais taisez-vous, ne parlez pas, ne dites pas, parce qu'on on ne veut pas que les choses changent. On, Oui, la société, la les société, puissants voilà. continuent de leur dire. Mais moi, je crois que là, ce qui est réjouissant, parce que essayons peut-être de se montrer, de nous montrer optimistes, ce qui est réjouissant, c'est que non, on est là, toutes et tous, pour se serrer les coudes, pour s'entendre, pour se dire qu'on est entendu, qu'on est compris. Et je crois quand même que nos paroles et que les paroles des victimes trouvent de plus en plus d'écho. Donc, je crois qu'on est à un moment où faut pas qu'on lâche, c'est super décourageant. Honnêtement, moi, je le dis dans l'introduction de mon livre, quand j'étais encore en train de l'écrire, c'est en décembre dernier, c'est le moment où Emmanuel Macron a pris la parole sur Depardieu en disant qu'il rendait fière la France. Mm. Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais en une phrase que le président de la République dit pendant une émission, j'ai l'impression qu'il défonce tout mon travail parce que c'est tellement dur de lutter quand il y a une parole avec un tel écho, en fait, en face. Mais je crois précisément qu'on ne doit pas se décourager et que, enfin, voilà, il faut qu'on lutte. Et moi, là où j'arrive à être optimiste, c'est que je me dis que même si une dizaine, une centaine de jeunes filles et de jeunes garçons voient plus clair grâce à mon livre, à ma petite échelle, j'ai agi, quoi, pour que les choses changent. Mais faut qu'on lutte, quoi, de toutes nos forces. Oui, et des choses changent parce que, par exemple, je trouve que l'image de Gisèle Pellicot dans l'affaire Pellicot, par exemple, c'est une image d'héroïne pour beaucoup aujourd'hui qui vont avoir j'ai vu en tout cas beaucoup de personnes faire passer des messages autour d'elle en mode c'est voilà, c'est la force de cette femme qui refuse le huis clos pendant le procès, qui force en fait la société entière à regarder la réalité de ce qui s'y passe, qui s'exprime publiquement. Elle a fait un message d'ailleurs de remerciement pour toutes les personnes qui sont allées manifester samedi en soutien et aussi pour lutter contre les VSS. Je pense que ça, c'était inimaginable il y a encore 10 ans peut-être. Hein. Je crois en France que là, on vit quelque chose en fait de très fort, de très symbolique, qui est aussi la preuve que les luttes agissent. Il se passe quelque chose. Et sur l'affaire Pellicot, on voit que quand même là, il y a une voix de la masculinité qui est contrainte de se regarder et de dire ouais bon là en fait on, on arrête peut-être le voilà on le sait depuis très longtemps et il faut maintenant qu'on assume un certain discours, en tout cas une voix au moins dans certains médias de gauche etc qui étaient encore réfractaires je trouve à prendre la parole sur les VSS. Je te suis sur tout ce que tu viens de dire. La seule chose moi, sur laquelle enfin, j'apporte un peu de nuance. Bon, c'est pas de la nuance par rapport à ce que tu dis, mais il y a eu pas mal de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux au sujet de la dignité de Gisèle Pellicot, de sa force, du fait qu'elle ait demandé à pas être en huis clos. C'est-à-dire qu'on fait encore reposer cette charge-là sur la victime elle-même en attendant que la victime de ces atrocités soit forte, soit courageuse. Et en fait, ça aussi, attention, parce que ça correspond aussi à un schéma de représentation de la victime qui a encore de la force en fait pour combattre, pour se venger. Moi, je consacre une partie de mon livre à la question de la vengeance et j'explique comment beaucoup d'hommes aussi dans le genre du rape and revenge, donc viol et vengeance, ont mis en scène des héroïnes qui vivent des choses atroces et qui pour autant ensuite vont se venger et tuer leurs violeurs les uns après les autres, comme si en fait montrer ça, ça les excusait. En fait, c'est le double gain, c'est-à-dire que on lui a fait du mal à cette femme, mais regardez, elle va ensuite nous couper les couilles, donc on est quitte. Mmh. Ça, c'est une représentation qui est quand même très très répandue dans l'horreur, dans le thriller. Même si la plupart du temps, ce sont d'autres hommes qui vengent la femme, c'est-à-dire, pareil, son conjoint, son frère, son père, et qui font valoir leur propre ego. Mais en tout cas, l'idée qu'une victime de viol devrait s'en remettre immédiatement et partir au combat et se venger, donc juridiquement ou en coupant des couilles, c'est aussi un modèle de représentation qu'il faut qu'on arrive à déconstruire. Parce que beaucoup de victimes sont plongées dans l'amnésie traumatique, ne travaillent plus,
enfin, sont dans des états dépressifs, vont extrêmement mal, ne trouvent pas les ressources à l'intérieur pour aller déposer plainte, pour se faire justice, en fait, enfin, pour réclamer la justice. Et on doit avoir tout autant de respect et de compassion pour ces victimes-là. Ouais, je suis d'accord, le terme héroïne était peut-être mal choisi. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'à une époque, on aurait eu une représentation euh, humiliante de la victime. On l'a malheureusement trop vu. Et que c'est surtout là où moi je vois une différence de traitement. Et je me dis que cette différence de traitement, elle ne peut venir que d'une réussite des luttes militantes. Je suis 100% d'accord avec toi. Et effectivement, je pense que c'est un mauvais message à passer que de dire aux gens, être une bonne victime, c'est aller au commissariat, porter plainte, assumer la charge gigantesque d'un procès qui n'aura statistiquement pas lieu. Hein. Il faut dire la vérité aussi. Hein. Quand on voit le nombre d'affaires judiciarisées pour le nombre de plaintes, c'est extrêmement peu. Et effectivement, c'est pas le bon message à passer. Voilà, ce que je voulais vraiment souligner, c'était le fait qu'aujourd'hui, on puisse regarder une victime avec un regard de dignité. Je pense que ce changement du regard vient, à mon sens, ne peut être imputé que au travail des assauts féministes et tout. Et je crois que c'est quand même important aussi de prendre ces victoires-là et de dire aujourd'hui, il y a un vrai changement autour de cette affaire. Et c'est pas parce que les médias sont devenus gentils. Et pas parce que la justice... D'ailleurs, on voit un écart entre la représentation publique et le discours judiciaire. On a vu cet extrait avec cet avocat qui dit « Oh, il y a viol et viol ». Et on a une levée de bouclier pour une fois, alors qu'il y a quelques années, ce type, c'était Dupond-Moretti, et tout le monde aurait dit « Ah, quel super avocat, il est génial, il est incroyable, allez hop, je le mets ministre ». Et on voit qu'il y a quand même des glissements, il y a des changements autour de ça, et qu'aujourd'hui, on arrive à ce qu'il y ait une évolution des représentations, et ça vient d'un travail militant, parce que je pense qu'il faut lutter contre ce découragement que tu décrivais, où on voit, voilà, on a l'impression qu'en une phrase, Emmanuel Macron, il vient annuler ce qui a été dit, mais moi, je crois pas, enfin, ce qui a été fait par des années de travail, je crois pas, parce que je crois qu'en réalité, justement, il montre un anachronisme aujourd'hui des institutions par rapport à un désir de la société civile dans son ensemble. Et c'est une très très bonne chose, de la même manière que l'affaire Quatennens a montré qu'il y avait un écart entre une institution politique d'un côté et une volonté des électeurs et électrices. Et voilà, pour finir sur ça, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose une efficacité concrète aujourd'hui aux luttes féministes. Et je le redis, moi j'ai grandi dans un monde où le mot consentement n'existait pas. Et je suis très heureux de me dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, je l'espère, les adolescents, d'une manière ou d'une autre, que ce soit grâce à un livre comme le tien, grâce à des vidéos, que ce soit grâce à des interventions comme tu peux en faire, ou d'autres personnes peuvent en faire dans les lycées, collèges, etc. Enfin, ils entendent un jour, ne serait-ce que prononcer le mot, on leur plante des graines à ce sujet-là qu'on n'aurait jamais eu avant. Je suis complètement d'accord avec toi et évidemment qu'on doit se réjouir de tout ce que nous apporte l'activisme, le féministe. Là, j'étais juste sur la télévision parce que en même temps, ceux qui regardent la télévision, bon, c'est la partie de la population la plus âgée de notre société. Donc, mais bon, moi, en fait, j'ai à cœur d'aller toucher ce public-là aussi. Mais tu vois, par exemple, la semaine dernière, quand Charles Consigny, dans les grosses têtes sur RMC, fait la blague sur le viol moins déplaisant dans les parkings parce qu'il y aurait de la musique qui joue en même temps. Sur le plateau, la journaliste femme qui est présente, elle grince des dents, elle fait la tronche, mais elle quitte pas le plateau. Les autres journalistes, quand même, parlent d'une boutade, le regardent pas vraiment. Quand sur quelle époque Pierre Arditi fait la blague sur sa femme en disant si elle va avec un autre homme, je la tue. Oui, instantanément sur les réseaux sociaux, j'allais dire mes meufs sûres, les créatrices de contenu, tout de suite en fait disent non mais ça passe pas. Mais Léa Salamé, elle ricane, elle recadre pas. C'est à vous, Emmanuel Macron, il dit ça, Pétardo quand même. Enfin, en fait, à la télévision, je trouve qu'on n'a toujours pas en face des figures de journalistes qui sont à la hauteur sur ce sujet-là. Et attention, ça ne demande pas d'être féministe, enfin revendiqué, activiste féministe. Ça demande d'être journaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sous forme de boutade, je trouve qu'il faut avoir une tolérance zéro pour les violences sexistes et sexuelles et conjugales. Et là-dessus, la télé, de toute façon, voilà, c'est vieillissant et pour moi, c'est ringard, en fait, dans le traitement encore des violences. Carrément, mais si on compare à il y a 10-15 ans, moi je suis 100% d'accord avec toi qu'ils sont à la traîne et c'est une catastrophe, hein, mais j'ai revu dernièrement des extraits
d'émissions d'Ardisson, d'émissions littéraires, Oui. des trucs où il y a les invités sont des violeurs pédophiles et la seule femme présente sur le plateau qui ose dire que c'est horrible se fait moquer et humilier publiquement. Enfin, on voit que en fait, c'est juste peut-être que ces gens viennent de si loin et arrivent de si loin que c'est encore très très dur de réussir à les ramener à une norme qui serait une norme du tolérable. Mais il y a une question que je trouve intéressante du chat, quelqu'un qui dit ce qui change aujourd'hui par rapport à avant, c'est aussi qu'on a quand même un discours masculin hyper présent sur les réseaux et auprès des ados qui serait plus fort qu'avant. Moi, je suis pas certain de penser que c'est plus fort qu'avant. Je pense que peut-être que si on le voit autant, bah, c'est justement parce qu'il y a des contre-discours qui font ressortir et mettre en exergue ces comportements-là, justement de Thierry Ardisson, de ce genre de trucs-là qui étaient déjà des discours hyper masculins, des comportements hyper masculinistes omniprésents. Je voulais bien ton analyse sur le sujet et savoir bah, déjà qu'est-ce que tu penses de cette omniprésence du discours masculiniste qui finalement est un discours du viol et de la culture du viol et qui s'en fait le défenseur et qui est un peu partout. Et j'imagine qu'en plus, tu as dû en subir une certaine violence vu le sujet de ton livre et ce dont il parle. Oui et non, parce que savoir que mon livre va déplaire aux masculinistes, bon bah c'est pas un scoop, mais la résistance que je vois, c'est plutôt chez des gens, des gens normaux, lambda, et chez des femmes aussi, chez beaucoup de femmes. Il y a pas mal de femmes qui m'ont écrit, soit en commentaire, soit en message privé, et qui sont complètement contre ce que je dis. Hein. En fait, cette résistance, elle s'opère chez tout le monde. Je pense que c'est assez logique. En fait, l'impression qu'on a qu'il y a de plus en plus de voix masculinistes, c'est parce qu'il y a de plus en plus de voix féministes sur les réseaux sociaux. Enfin là, on vit une époque depuis les années 2010 où toutes et tous pouvons prendre la parole très facilement en ligne, créer nos chaînes sur Twitch, sur Insta, sur TikTok. Donc je pense que c'est en effet juste qu'on est plus visible, mais je crois aussi que la résistance masculine s'organise de plus en plus et malheureusement de mieux en mieux. Mais ça, c'est normal, c'est-à-dire que comme le féminisme prend de plus en plus de place, et bien la résistance est de plus en plus forte aussi. Et ça, moi, je le dis dès l'introduction de mon livre en disant bon, vous en avez peut-être marre en fait d'entendre parler de MeToo. Vous avez peut-être l'impression que c'est bon, il y a eu MeToo et qu'on y est arrivé. Mais en fait, on recule sur ces questions-là. Enfin, franchement, globalement, je ne trouve pas qu'on vive dans une société progressiste. Et les chiffres que je cite du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes et les états des lieux du sexisme en France le prouvent, en fait. C'est alarmant. Chez les jeunes générations, alors vraiment, je sais, les 25-34 ans, un quart des jeunes hommes pensent que il faut parfois être violent pour se faire respecter. Voilà, c'est ce que nous révélait le dernier état des lieux. Donc, on voit très bien que il faut être violent pour se faire respecter, bah, de tous, mais par sa conjointe. En fait, c'est simplement encore des générations d'hommes qui vont cautionner la violence conjugale et sans doute les violences sexuelles. Et on peut citer pléthore de chiffres qui vont dans ce sens. À chaque fois que des études sont menées sur le sexisme, sur la culture du viol, les chiffres sont alarmants. Et chez les plus jeunes. Et on voit de toute façon un retour de valeurs conservatrices traditionnelles chez des jeunes filles aussi qui se déclarent #tradwife, voilà, qui sont petits amis au foyer, des sujets sur lesquels j'ai bossé, mais tout le monde ne va pas dans mon sens, hein. Très loin de là. Mais ton Donc, livre, il il démontre faut aussi l'avoir en tête. ton livre, il démontre aussi que ce discours masculin, il a toujours été là. Enfin, je veux dire, Indiana Jones qui gifle les femmes et qui les embrasse de force. Voilà, le discours de la séduction, il était déjà présent dans le cinéma, etc. Mais en réalité, peut-être ce qui a changé, ben, ouais, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel gars peut allumer une caméra et tenir ce discours-là de manière continue, en flux tendu. Là où avant, il fallait quand même faire un film entier autour de ça, quoi. Donc ça change peut-être aussi une massification du discours. J'ai l'impression que l'ADN du discours, lui, est finalement assez peu changé, à l'exception peut-être de l'apparition de quelques mouvements très précis, comme le mouvement Incel. Il va y avoir une vraie théorisation et une construction d'une radicalisation d'extrême, enfin, j'allais dire d'extrême droite, mais oui, c'est d'extrême droite, les Incels. Mais à l'exception de mouvements comme ça, j'ai l'impression que la masculinité
tel qu'on l'entend quand on parle des masculins et des discours de cette masculinité hégémonique qu'on retrouve en ligne, au fond, c'est les valseuses, quoi. C'est des trucs qui étaient déjà là, qui sont là depuis très longtemps, et, euh, et, euh, dont on voit, en tout cas, dont on remarque plus quand même la violence, bah, parce que aussi, ouais, il y a un contre-discours qui nous permet de le constater. Quand on n'avait pas le matériel idéologique pour identifier le masculinisme, bah, on n'y voyait que la culture dominante, on n'y voyait que la normalité. Et aujourd'hui, ce que je trouve quand même fabuleux, c'est qu'on ait les outils pour dire, bah, en fait, non. Il y a une part de nous qui peut dire non, c'est pas normal et s'opposer à ça. Et ça, c'est quand même pas si mal. Moi, je pense juste, je pense juste que s'il y a un héros, franchement, à prendre un exemple là-dessus, c'est plus James Bond, parce que Indiana Jones, on est plus dans le domaine c'est un goujat. Enfin, la scène marquante, c'est il rattrape une femme qui lui a dit qu'elle partait et qu'elle voulait pas de lui avec un fouet. On est complètement d'accord, c'est pas chouette et c'est violent dans l'absolu. Et James Bond, il y a vraiment des scènes d'agression sexuelle et de début de Mhm. viol. Donc je pense que enfin, voilà, je préfère que on se focalise sur un James Bond qui est en plus deux héros là par excellence du film d'action. C'est d'autant plus intéressant que la pire scène de ce genre dans James Bond, c'est dans Goldfinger. Et c'est lorsque James Bond est incarné par Sean Connery. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que Sean Connery lui-même, en interview et pendant des décennies, a banalisé et justifié la violence conjugale. Enfin, en Mhm. disant que ça le choquait pas de frapper des femmes, frapper sa femme, que s'il fallait les recadrer, etc., ben, on pouvait gifler, cogner. Donc ça aussi c'est intéressant en fait. Est-ce que aujourd'hui un héros, est-ce que Pierre Ninet, voilà, peut-être que c'est Pierre Ninet notre héros français actuel avec le comte de Monte Cristo et tout. Est-ce que si Pierre Ninet là en interview nous disait qu'il cogne sa femme, ça passerait comme ça passait pour Sean Connery? Bon ben non, non, ça a changé. Mais tu vois, si j'essaie de faire un parallèle, récemment il y a quand même eu l'affaire Kenji Girac. Mhm. Donc, Kenji qui a frôlé le pire, quoi, dans une scène de dispute avec sa femme. Il a un enfant, une petite fille. Sur Instagram, on a bien décrypté ce qui s'était passé, à savoir du chantage au suicide, enfin une un petit traîne. Comment est-ce que la femme et la fille sont victimes des agissements de Kenji et comment on est précisément dans de la violence conjugale et de la violence intrafamiliale. Mais dans les médias enfin, mainstream, grand public, c'est pas comme ça que ça a été présenté. Il a quand même été pas mal présenté comme une victime de ses addictions, la difficulté sans doute d'être une célébrité. Et là, je l'ai entendu pas plus tard que ce matin ou hier matin sur Chérie FM, sa nouvelle chanson qui est encore d'un SOS d'un ouin-ouin en détresse, quoi. Mhm. Donc, tu vois, par exemple, qu'on arrive à comprendre que ce qui s'est passé pour Kenji Girac, qui est quand même une idole française, tu vois, très populaire, produit TF1 et tout, qu'on arrive à comprendre que ça relevait de la violence conjugale et que le chantage au suicide, c'est pas du tout romantique, bah, on n'y est pas encore. Avec cette histoire-là, je trouve qu'on n'y est pas encore. Ouais, mais ça, je trouve, c'est toujours ce qui est très dur quand tu es dans des militantismes, en fait, quel qu'il soit, ou que tu défends une cause qui te semble juste et qui te semble évidente. J'utilise le mot militantisme, mais les gens, souvent, quand on utilise ce mot, ils ont l'impression qu'on a perdu toute objectivité, etc. et tout, mais en fait, parfois, c'est des constats, voilà, complètement prosaïques, hein, comme là, sur la question du viol, comme moi, dans mon travail, par exemple, ce que je faisais sur les violences d'extrême droite et tout, on arrive avec des sujets on est là, on a un constat factuel, chiffré, d'une netteté incroyable, et on a l'impression que la société, elle est au ralenti, quoi, par rapport à ça, et c'est vrai que c'est parfois assez choquant. Et d'ailleurs, sur le viol, moi, j'ai envie de dire un peu presque de manière provocante, mais au final, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que ben, la majorité des violeurs sont les conjoints. Et ça donne envie de poser la question, surtout dans un contexte comme celui aujourd'hui, mais de poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas finir par avoir une représentation? On se dit qu'en matière de VSS, en matière d'agression sexuelle, est-ce que le plus grand danger pour une femme, finalement, c'est peut-être d'être dans une relation de couple hétérosexuel et de cohabiter avec un partenaire? Enfin, écoute, c'est difficile pour moi de répondre à ce que tu viens de dire parce que moi, c'est là où j'en suis dans ma vie de femme hétérosexuelle. Depuis le 1er janvier, je fais la grève.
Je suis dans une grève sentimentale. J'ai pas eu de date. J'ai mis sur pause ma vie amoureuse. J'aime toujours les hommes. Je pense pas que j'arriverai à devenir lesbienne politique, mais je ne sais plus trop comment vous aimer, lesquels de vous aimer. Très très difficile. Et je crois que quand on a vécu dans sa chair toute forme de violence venant de celui qu'on aime, c'est très très difficile malgré tout de s'en remettre. En fait, c'est un concept, hein. C'est enfin, c'est un délire en fait de se rendre compte que l'homme le plus dangereux pour nous-mêmes, ça peut être celui qu'on aime. C'est pour ça que mon livre s'appelle, évidemment, le titre est provoque et c'est un oxymore et certains ne l'aiment pas. C'est pour ça que mon livre s'appelle Désirer la violence. C'est pour ça que je dis ce que la pop culture nous apprend à aimer. C'est qu'en fait, c'est ça, in fine, la grosse prise de conscience qu'on peut avoir. C'est les hommes que j'aime, l'homme que j'aime peut être celui qui me fait le plus de mal sur cette terre. Voilà. Donc, ceux qu'on aime et ceux qu'on admire. C'est très très difficile et je pense que c'est un gros choc qui nous fait définitivement basculer dans c'est plus une gamine qui rêve devant John Travolta dans Reese, c'est une femme qui a les yeux grands ouverts et qui se demande bien comment elle va continuer à aimer les mecs, quoi. T'as des messages de soutien dans le chat, hein, Wonder Nana qui dit tout pareil ici, Je les Chloé, vois. nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Voilà, t'as des petits messages, je trouve que c'est quand même important. Voilà, bien dit Cécilia, voilà, de le souligner. Et moi, quand je t'entends, en fait, je me dis, mais peut-être que si tu arrives, on va dire, à un point, on a l'impression qu'il y a un peu un point limite de savoir où tu dis, ben voilà, comment faire, quoi, pour continuer à relationner dans ces situations-là. Est-ce que c'est pas parce que justement, en fait, tu dois gérer 100% d'un problème dont 50% ne te concerne pas du tout, quoi. C'est-à-dire que, au fond, le problème que nous montre l'affaire Pellicose et que, bah, c'est peut-être qu'il est grand temps que les hommes s'emparent de la question des VSS, des viols, dont en fait, finalement, bah, ils sont les auteurs, sans dire que tous les hommes violent, on peut dire qu'en tout cas, la culture du viol, elle est si répandue, si omniprésente que d'une certaine manière, enfin j'ai vu beaucoup de féministes le souligner, mais dire à un moment en fait quand tu laisses ton pote tenir des discours problématiques ou avoir des comportements problématiques ou que tu cautionnes par ton silence des actes ou des actions anormales. Tu cites d'ailleurs dans ton bouquin l'exemple de Tarantino par rapport à Weinstein, Harvey Weinstein, là, qui est accusé d'un nombre incalculable de viol, et Tarantino qui n'arrête pas de dire depuis oui, je savais, puis fait de la pseudo-condamnation d'après coup, etc. Mais en fait, il y a une responsabilité de Tarantino sur l'affaire, dans l'affaire Weinstein qui semble évidente, et puis on se rend compte que finalement Tarantino lui-même perpétuait des comportements violents avec ses actrices par rapport à ce qui s'est passé autour de Uma Thurman et tout, et du coup je me dis, est-ce que justement l'affaire Pellico, c'est pas l'affaire aussi, mieux vaut tard que jamais, mais voilà, mais qui montre aussi d'une certaine manière que là, je veux dire, ça ne peut pas être les femmes qui portent à elles seules la lutte contre les VSS et le viol, parce que la réalité, c'est que ça concerne totalement les hommes et qu'il faut que ça cesse d'être uniquement justement quelque chose qui est laissé à la responsabilité des femmes dans notre société. Enfin, je sais pas si ma question est logique, mais Oui, et ce que je voulais juste dire par rapport à Tarantino, c'est que en soi, juste le fait de faire jouer Uma Thurman ou Rose McGowan dans ses films, et ces mêmes films soient produits par leur agresseur violeur, donc Weinstein, c'est une violence. C'est une négation de leurs paroles et de leur vécu. Voilà, juste ça. C'est-à-dire que même sans perpétrer même des violences, en fait, faire produire des films par leur agresseur lui-même, c'est immonde, en fait. Et les deux choses, c'est que d'abord, oui, moi, je suis assez partisane du mieux vaut tard que jamais. Voilà, je préfère quand même qu'un gars, même s'il a été un peu pourri, ben, entende raison et finisse par comprendre. Mais ce que je dirais, c'est complètement d'accord avec toi, sauf que pour l'instant, bah, ils sont quand même pas nombreux les mecs qui rejoignent vraiment. C'est même pas rejoindre le combat, c'est juste qu'ils se rendent à l'évidence et qui dénoncent un peu et qui ne laissent plus faire. Et la dernière chose, c'est que sans voir le mal partout, moi j'aimerais qu'il soit 100% sincère dans ce cap-là. Parce que ce que j'observe aussi en tant que femme, c'est pas mal de mecs qui utilisent le fait d'être un allié féministe pour séduire, en fait. Et encore une fois, pour conquérir d'autres femmes.
Et ça, c'est quelque chose dont j'ai travaillé en tant que journaliste. Hein, j'ai écrit des newsletters sur le sujet, mais il y en avait une qui s'appelait Coucher avec des féministes ne fait pas de vous un féministe. En fait, on voit très bien comment ils montent une espèce de passe maintenant. Non, mais regarde, j'ai fait Hmm. ci, j'ai fait ça. Mon ex, c'est une telle, donc tu n'as pas à te méfier de moi. Et en fait, comment ça peut devenir une stratégie de séduction. Donc c'est difficile, c'est difficile de s'en sortir. Et d'ailleurs, on reboucle un peu avec ce qu'on disait sur le stéréotype, les stéréotypes classistes qui entourent la figure de l'agresseur. Moi, j'étais assez étonné quand je suis arrivé de ma culture, enfin, de mon monde un peu culture populaire, où on était assimilé finalement toujours à des agresseurs en soi, et il y avait des agresseurs, mais d'arriver dans les milieux intellectuels parisiens, de fac, universitaires, tout ça, de voir que l'entre-soi masculin dans ces espaces-là était beaucoup moins considéré comme un potentiel agresseur. En fait, moi j'ai été hyper étonné de découvrir en fait ouais, dans les classes dominantes à quel point dans ces espaces-là, les hommes ne sont pas considérés comme des menaces, alors qu'en venant des milieux dominés, automatiquement, les hommes portent un stigmate de l'agresseur beaucoup plus fort. Par exemple, moi je suis prof de boxe, je passe beaucoup de temps dans les salles de boxe, etc. Un homme racisé qui fait des sports de combat, qui est un peu musclé, qui vient des classes populaires, tout ça, tout de suite dans la tête des gens quand je leur parlais, c'est des types qui étaient renvoyés à ouais, eux, enfin voilà, c'est des mascus, machin et tout. Et voilà, le gars à côté qui avait justement un discours sur ouais, moi je suis féministe, j'ai lu Mona Chollet, machin, je sais pas quoi. Lui, il était considéré comme safe. Et alors que dans les comportements, quand j'analysais les comportements, enfin, je me disais, dans les deux espaces, je pouvais voir des comportements de prédateurs et dans d'autres non. Mais on voyait qu'il y avait presque, j'ai envie de dire, un passeport, je sais pas comment dire, un truc un apparat en fait qui permettait de dissimuler la dangerosité. Et du coup, ma question c'était, est-ce qu'au fond, comment est-ce qu'on peut faire face à des agresseurs qui en viennent à instrumentaliser et utiliser les discours de lutte à leur avantage pour perpétuer les violences? Mais oui, alors d'abord, bon, moi, c'est moi mon champ d'expertise. Mais ce qui est certain, c'est que ces questions des violences sexistes sont intrinsèquement liées à des questions classistes, racistes, en fait, tout ce que tu viens de dire, l'intersectionnalité des luttes, quoi, et du problème. Euh, Moi, très souvent, les commentaires qui me hérissent le plus sont des commentaires que je qualifie de personnes d'extrême droite, quoi, enfin, Hmm. de fachos. C'est-à-dire qu'ils ne manquent jamais une occasion pour ramener du racisme dans leurs commentaires. Mais tu vois, au tout début de notre échange, je parlais du film Emmanuel. Je disais Hmm. que c'était très colonialiste. Justement, dans Emmanuel, il y a des scènes de viol donc ça se passe en Thaïlande, donc entre personnes thaïlandaises qui sont présentées comme du viol sauvage, tu vois, pas cool. Et il y a d'autres scènes de viol chez les personnes blanches, mais qui sont pas présentées comme viol. Et c'est vraiment mis en opposition, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a viol et viol. C'est-à-dire, regardez, il y a le viol des sauvages, des Asiatiques, avec tous les clichés d'ailleurs liés aux Asiatiques. Et il y a le viol blanc, qui lui par contre est érotique et désirable. Oui, d'ailleurs, des groupes comme Nemesis existent uniquement justement en utilisant des stéréotypes et en utilisant des stéréotypes autour du viol, en disant voilà, les violences sexistes et sexuelles sont uniquement faites par des hommes racisés, en utilisant des pseudo-statistiques pour essayer de démontrer ça. Et en fait, je pense que c'est aussi là où l'extrême droite favorise un certain discours politique sur le viol, qui est finalement ce classic rape dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est une figure hyper stéréotypée du viol qui exclut énormément des victimes, énormément de la réalité des violences subies par la majorité des personnes, parce que ça va leur permettre de tenir un énorme discours raciste. Je pense que ce que tu dis, ça démontre d'ailleurs qu'il n'y a aucune alliée féministe à aller chercher du côté de l'extrême droite, parce que ces gens-là n'ont rien de féministe et n'utilisent que le racisme pur et dur, et c'est tout. Je ne sais pas s'il fallait le rappeler, mais ça me semblait quand même important de le dire. Oui. Ouais, là-dessus, tu prêches une convaincue.
Mais ce qui est effrayant parfois, c'est de voir à quel point les personnes en face et qui peuvent faire partie des institutions, hein, bah, aimeraient vraiment que tu leur donnes sur un plateau mon violeur est racisé. Enfin, tu vois, c'est affreux. En fait, il suffit de discuter entre nous, de dire quel homme t'a fait du mal. Enfin, en tout cas, bah, moi, je suis française, je suis blanche. J'ai beaucoup d'amis IES qui me ressemblent. À chaque fois qu'on a parlé des violences qu'on a subies, bon, bah, c'était un mec blanc, hein, Mm. d'origine française, enfin franco-français, tu vois. Et donc, c'est bien emmerdant pour ce discours, pour ce discours qui aimerait qu'on se roule dans le cliché autour du viol et dans le profil, pas le profil type de l'agresseur, mais en tout cas leur agresseur rêvé. Mm. Et ça aussi, je pense qu'il faut vraiment, vraiment se méfier parce que quand on est dans une position vulnérable, on peut être happé par des discours qui ont envie de jouer là-dessus, quoi. Mais faut vraiment être vigilant parce que on arrive vite sur des discours racistes, en effet, quand on parle des représentations. Pour boucler, je sais même pas si elle est encore disponible, la série Sambre, mais moi, c'est vraiment une grande victoire que cette série ait vu le jour sur France 2, enfin, que le service public se soit vraiment emparé de cette série, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre, elle est extrêmement importante. Et justement, bah, c'est une affaire réelle, mais c'était pas la première fois, mais là, c'était la première fois où c'était aussi bien mené, réalisé, avec un parfait casting, de voir la violence sexuelle pour ce qu'elle est. C'est un homme normal, c'est un homme de tous les jours, avec des mecs normaux, blancs, dans un village français, quoi. Et donc, puisse-t-il y avoir de plus en plus de téléfilms et de films comme ça qui nous montrent les choses pour ce qu'elles sont. Et t'aurais justement quelques œuvres artistiques, peut-être pour terminer sur quelque chose de voilà de un peu positif ou je sais pas, mais des œuvres artistiques à nous conseiller qui soient justement des œuvres soit safe par rapport à la culture de viol, soit des œuvres qui nous permettent d'avoir un regard juste sur ces questions-là, donc comme Sambre là que tu viens de citer. Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que tu as une petite liste Wow. des bonnes choses à voir? Bah là, Cendre, c'est ce qui me vient immédiatement. Actuellement au cinéma, franchement, moi, Blink Twice, je trouve que c'est une vraie réussite. Euh, alors par contre, c'est violent, hein, donc les personnes qui aiment pas la violence épargnez ça, n'y allez pas. Mais pour moi, Zoé Kravitz, elle a vraiment réussi à s'emparer du genre du rape and revenge, qui est vraiment un genre très humain. Et elle a réussi à nous faire un vrai thriller, un vrai film avec de l'action, mais féministe, quoi. Hmm. Et franchement, moi, c'est la dernière fois là, que je suis sortie du cinéma en me disant, waouh, cool, cool, on va arriver maintenant sur ce genre de film-là. Et après, peut-être pour voilà, vous faire un petit peu sourire, comme on a parlé de Blanche-Neige et de tous ces trucs-là, et ben moi, je trouve que Shrek ça reste franchement une bonne référence parce que la scène où Shrek arrive dans la tour et que Fiona elle attend, tu sais, Hmm. les lèvres comme ça, genre embrasse-moi parce que je suis une princesse endormie et tout, et que Shrek en fait il lui met une veste, il lui dit non mais attends on n'a pas le temps, là, prends tes affaires, on se casse et tout. Franchement c'est cool parce que Shrek ça déglingue plein de clichés de genre, de clichés sexistes et donc même de violence quoi sexuelle qu'on voit dans les Disney. Donc ça fait du bien à revoir et on se dit, ah cool, ils étaient quand même pas tous trop cons à l'époque, ceux qui faisaient des dessins animés et des films d'animation. Bah écoute, trop bien. On va finir sur ce message. Donc, Sur Shrek. voilà, brûler le patriarcat et regarder Shrek, ça me semble deux choses qui vont de pair. Et un énorme merci, Chloé, pour d'être venue, d'avoir accepté cette invitation, d'être venue discuter d'un sujet loin d'être facile et loin d'être simple. Je pense que ça a beaucoup intéressé tout le monde. Donc vraiment, c'est très gentil, c'est vraiment très gentil à toi. Je rappelle ton livre qui est donc un essai sorti aux éditions Les Insolites qui s'appelle Désirer la violence. C'est disponible dans toutes les librairies et vraiment je vous en recommande la lecture. C'est extrêmement fluide et c'est à la fois édifiant en fait. Ça nous met le nez dans quelque chose qu'on connaît si bien en fait, tant d'œuvres pour lesquelles on a une affection, un attachement et en fait dont on a d'un coup on revoit les choses avec un regard et on se dit ah mais oui bien sûr.
Et ça nous permet en fait de regarder plus largement au-delà du cinéma cette culture du viol qui est omniprésente dans nos sociétés. Donc je vous recommande énormément voilà, la lecture de son bouquin Désirer la violence aux éditions Les Insolentes. Un grand merci à toi, à toutes et tous qui nous ont écoutés. Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout pu lire le chat, donc bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Et juste un dernier truc qui n'est pas du tout pour failloter, mais bon, moi j'aime vraiment beaucoup ton travail. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Et c'est quand même assez plaisant de pouvoir échanger sur ce sujet avec un mec, parce que globalement, après presque 5 mois de promo, c'est en grande majorité des femmes qui se sont penchées sur mon travail et qui ont écrit des papiers dessus. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura quand même plus de journalistes masculins qui se pencheront sur le bouquin, parce que franchement c'est important. Et en fait, même si on entend bien parler du livre, il a un très bel écho médiatique. J'ai toujours besoin de soutien, j'ai vraiment besoin que ça continue. Donc Ouais, à bah le faire. écoute, le message est Merci à toi, passé. Mathieu. Faites un petit message à vos streamers et influenceurs préférés. Dites-leur d'aller jeter un œil. Franchement, ça vaut le coup et ils apprendront forcément quelque chose. Merci encore, Chloé. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi à tout le monde. Ciao. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux personnes qui ont sub. Désolé, j'ai pas pu vous remercier. Merci aux personnes qui soutiennent sur Twitch. Merci à toutes celles et ceux qui ont été là et qui ont soutenu comme d'habitude. Et on se retrouve vendredi. Ciao.